de 21h30 sur nos antennes. Bienvenue. Merci d'avoir choisi la TFM pour vous accompagner dans cette soirée. Alors nous vous proposons une soirée spéciale, édition consacrée justement à l'événement qui se profile en Guinée. Ici, chez nos voisins, vous savez, le 18 octobre, les Guinéens vont élire le président. On verra justement qui va succéder au président Condé. Une élection dans un contexte de haute tension avec des estimations qui ne sont pas dans le meilleur des sens possible. Alors pour cela, nous avons un plateau spécial. J'ai à ma gauche M. Pape-Roudi Keïta de RPG Arc-en-Ciel. Il est du parti au pouvoir. M. Keïta, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai à ma droite M. Mamadou Salihou Diallo de l'UFDG, ici au Sénégal. Donc, vous êtes de l'opposition guinéenne. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous attendons d'un moment à l'autre également Idi Bari, qui est le coordonnateur du Front National de Défense de la Constitution guinéenne, mais aussi notre confrère Barkaba. D'un moment à l'autre, ils vont nous rejoindre certainement sur ce plateau. Mais avant cela, nous allons partir pour déjà présenter les choses comme elles se présentent. 12 candidats se sont inscrits pour cette présidentielle en Guinée. Alors, je commence par M. Keïta. Donc, après vous avoir remercié d'être venu sur notre plateau, comment est-ce que vous présentez de façon très rapide le contexte de cette présidentielle en Guinée? Bien. Merci beaucoup, mon cher confrère. Je voudrais avant tout saisir cette occasion pour vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Merci. Débattre d'un sujet très important. Profiter de cette même occasion pour présenter mes sincères salutations à M. Ba, avec qui je vais débattre sur un sujet que tout le monde sait, poignant. Bien. Maintenant, pour répondre à votre question, je vais vous dire, effectivement, vous l'avez annoncé vous-même. Vous avez dit que c'est une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est le rendez-vous avec un peuple, peu importe les candidats. Aujourd'hui, en Guinée, il se trouve qu'il y a 12 candidats. Chacun a un projet de société qu'il a envie éventuellement de faire valoir auprès du peuple. C'est clair. Donc, les élections ont débuté, ce n'est pas terminé, ça finira sans doute le vendredi 26, samedi 17, dimanche 18. Les électeurs iront aux urnes pour voter et on verra qui sera le... La question, c'est comment est-ce que vous appréhendez le contexte aujourd'hui? Je l'apprends de façon très sereine. C'est-à-dire que les élections vont se passer très calmement. Très calmement. Très calmement. Très calmement. Alors, la même question, par souci d'équilibre, à M. Diallo. Alors, le contexte, comment est-ce qu'il se présente? Merci, monsieur. Je voudrais retourner les mêmes salutations à M. Keïta et rectifier pour dire que c'est Mamadou Salihou Diallo et non Ba. Mamadou Salihou Donc, Diallo. juste cette Précision. correction, cette précision. Donc, comme vous le savez, le contexte guinéen est un contexte extrêmement tendu en ce moment. Pour exemple, le président El Selou Dalin voudrait arriver à Kankan. Il en a été empêché. Empêché par des ministres dépêchés à Kankan, par le responsable des syndicats de Kankan. Et pour éviter des incidents majeurs qui pourraient mettre le pays dans une situation de guerre civile, il a rebroussé chemin. Et donc, voilà ce que je voulais dire. La tension est là, elle est entretenue, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'élection. Sur ce point, c'est ce que je voulais vous répondre. Vous pensez Et il y aura que des quelqu'un ne élections. souhaite pas, qui n'aurait pas souhaité la tenue des Et élections? naturellement, ceux qui savent qu'ils seront battus au soir 18. Et ils sont aussi, vous faites allusion au président Condé, il est candidat. Et c'est lui qui... Mais oui, Il ne peut pas ne pas être le contraire de ce qu'il souhaite être. Être candidat, il si ne peut pas... si on empêche un candidat de l'opposition d'accéder sur le territoire guinéen à une partie du territoire guinéen, est-ce que vous trouvez cela normal en démocratie qu'on empêche un candidat de l'opposition d'arriver dans une ville et de lui interdire l'accès? N'eût été la sagesse de l'AG Selou, il y aurait eu affrontement dès aujourd'hui. C'est ce qui est recherché. Nous allons Mais nous ne revenir. tomberons pas dans ce jeu. Nous irons aux élections. Nous reviendrons sur ces aspects. Je rappelle que nous sommes partis pour un débat très élargi. Alors, je viens de recevoir Idi Bari.
le coordonnateur du Front National, certainement, de la défense de la Constitution. Bonsoir. Bonsoir, comment Merci d'être venu. Alors, il n'y aura pas de protocole. Hein. On va aller directement à la même question pour faire le tour de table. Comment se présente le contexte aujourd'hui en Guinée? Merci d'abord. Le contexte, il est très complexe et très difficile parce que j'avoue que quand même ça fait 1 an que une partie de la Guinée est opposée au pouvoir en place par rapport d'abord au respect de la Constitution de 2010 qui finalement, malgré toutes les manifestations des forces vives du pays, n'a pas pu atteindre son objectif parce qu'on est allé effectivement aux élections, on a organisé les élections législatives et le référendum qui ont été validés par le pouvoir en place. Ensuite, il s'est suivi l'organisation de cette élection. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça allait parce que les campagnes, ça bougeait, on commençait à se dire oui que les Guinéens sont un peu mûris. Les gens commençaient à bouger, à faire les allers-retours, chacun faisait sa campagne jusqu'à l'arrivée, je crois, de l'autre camp, de l'UFDG aujourd'hui vers Tokounou, après Kissidougou en allant vers Kankan, où ils ont été bloqués par une partie des militants du parti au pouvoir. Finalement, ils ont rebroussé chemin. La situation elle est très tendue, elle est très inquiétante. Et si on regarde la situation géopolitique un peu de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali qui est menacé, je pense que ce n'est pas de bon augure. On est au XXIe siècle, on est en 2020. Je pense que la démocratie doit primer surtout et que le respect des engagements des uns et des autres doit être primordial pour moi. Alors, merci pour cette première intervention. Monsieur Keïta, vous venez d'entendre monsieur Barry. Alors, en quoi il n'aurait pas totalement raison sur ces propos? J'ai entendu M. Barry avec beaucoup d'attention. Il m'a dit que son candidat, Cellou Dalein, devait se déplacer à Kankan. Désolé, moi je ne suis pas de l'UFDG. Vous avez dit M. Barry. Je répondais à la question. M. Barry. Moi, c'est Barry. C'est Barry. C'est Barry. Et M. Diallo. C'est lui, c'est Diallo. Voilà. Donc, c'est M. Diallo. Autant pour moi, excusez-moi. Donc, c'est M. Diallo qui a intervenu tout à l'heure en disant que son candidat, Cellou Dalein, devait se déplacer à Kankan. Il me semble que ça. Et qu'on lui a refusé l'accès à Kankan. Je vous assure. Ce qu'il considère comme étant antidémocratique. Antidémocratique. Ce qui est conforme à la cohérence des faits. Je suis tout à fait. S'ils sont avérés. Si c'est avéré. Oui. Mais c'est avéré au moins, il faut quand même que vous... Laissez-le terminer, M. Barry, s'il vous plaît. Je voulais... M. Keïta, excusez-moi, nous sommes dans un débat. Chacun aura le temps de parole qu'il faudra. Mais s'il vous plaît, que chacun respecte les propos de l'autre et attende seulement que son vis-à-vis termine pour prendre la parole. Pour qu'on soit vraiment un peu civilisé, un temps soit peu. Merci. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup, mon cher confrère. Nous sommes dans un débat d'idées, un débat de fond, qui engage l'avenir d'un pays. C'est très important. Hyper important. Bien. Donc, je reviens à M. Diallo, qui dit que donc, le candidat Cellou Dalein devait se déplacer sur Kankan et qu'il a été empêché. Je dis, s'il s'avère que tel est le cas, je vous assure que je suis le premier à condamner cet acte. Parce que nous sommes dans une élection présidentielle. Tous les candidats, ainsi que le mien, qui est candidat à sa propre succession, il est candidat au même titre que les autres candidats. Il y a 12 candidats. OK? Il y a 12 candidats. Donc chacun d'eux a les mêmes devoirs et les mêmes droits de se déplacer sur le continent, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire guinéen et d'exposer leur projet de société. Barrer la route à Cellou Dalein à Kankan, je trouve ça inadmissible. Je le dis ici, et je le répète, et je réitère mes propos. S'il s'avère que c'est bien ça. Ouais, je ne pense pas que cela ne soit pas vrai. Il n'aurait pas dit la même chose sans s'être entrevu auparavant. C'est confirmé. Alors, M. Keïta, la question c'est de savoir aujourd'hui, le fond du problème, c'est la légalité même de la candidature de M. Condé. Bien. Pour sa réélection. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Vous savez, je vais vous dire une chose. La légitimité ou la légalité, donner une espèce de connotation particulière éventuellement à l'élection à la candidature du professeur Alpha Condé, oui, à sa propre succession. J'aurais voulu éventuellement revenir un peu et interroger l'histoire, parce que ça nous permet non seulement d'être
de nous édifier sur le présent, Ah, mais en même brièvement, temps, alors, oui. non, Ouais. non, non, mais en même Très temps, rapidement, de oui. voir un peu l'avenir en face. Mais ça sera trop long, parce que nous avons déjà pris une demi-heure de retard. Je vais aller droit à la question. Je vais répondre à votre question. Vous savez, il y a une chose moi je trouve, je suis journaliste. J'ai parcouru la Guinée de fond en comble. J'ai accordé une interview exclusive à la Guinée, c'est là. Une édition spéciale que nous avons préparée. Nous avons été en Guinée à plusieurs reprises. Nous étions là-bas. Nous avons vu comment les choses se sont passées. On me dit, le président de la République, Alpha Condé, n'a pas le droit de briguer un troisième mandat. Il y a l'art et la manière de briguer un troisième mandat. Il y a des chefs d'État ici qui environnent notamment le continent africain, la voisine, nos proches. Je ne cite pas de nom, qui ont brigué troisième, Ne vous en faites pas, quatrième, M. Keïta. cinquième On mandat. parlera, c'est très important, de la ce que je dis. diplomatie, on Absolument. parlera des frontières. Non, je veux, ne vous en faites pas. Absolument. Je veux qu'on en parle. parviendra. Je veux qu'on en parle parce que c'est très important, parce qu'il y va de l'avenir du continent africain. C'est très Allez-y. important. Allez-y, Qui s'auto-administre le droit de faire un troisième, quatrième, cinquième, voire même présidence à vie. En ce qui concerne la Guinée, c'est un cas exceptionnel. Exceptionnel dans quel sens? Dans le sens où Alpha Condé, lorsqu'il a été élu président de la République de Guinée en 2010, il a dit quiconque sera élu président, quiconque, je dis bien, sera élu président, ça c'était lors du sommet de Ouaga, qu'il revise la Constitution. Parce que notre Constitution, la Constitution guinéenne, il faut la réhabiliter. Il faut rééquilibrer. En quoi y avait-il un déséquilibre dans cette Il y constitution? avait un déséquilibre. Il est venu par le canal quasiment de cette Non, pas constitution. du tout. Parce que le déséquilibre, vous savez, une constitution, ce sont les fins et les moyens. Les fins, ce sont les libertés individuelles, collectives, c'est la liberté de faire la grève, etc. Et tout, c'est la liberté, c'est le développement économique et social d'un pays. Ça, nous avons à les préserver. Nous n'avons pas le droit de les toucher. Mais les moyens, on a le droit d'y revenir lorsqu'on estime, je dis bien lorsqu'on estime, je pèse mes mots, que elle est désuète. Il fallait la nettoyer, il fallait la rééquilibrer et la mettre à l'instant du jour. C'est ce qui a été fait. Un. De deux, on l'a soumis par référendum au peuple de Guinée. Dans quelles conditions, M. Keïta? Dans des conditions. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Les conditions, tout le monde connaît. Des observateurs internationaux étaient là. Tout le monde l'a vu. On a soumis le projet par référendum au peuple, qui a massivement voté oui. Si le peuple avait voté non, on aurait dit quoi? Soyez sérieux. Si le peuple avait dit non, on ne veut pas de référendum. Est-ce que l'opportunité d'un référendum... Non, je vous pose une question. Je dis si le peuple avait dit non. Oui. On n'a pas imposé au Je ne peuple. veux pas faire le débat à la place des débatteurs. Ok. Mais alors, je vous reprends la parole, le temps de virer un peu à droite. Alors, la légalité et la légitimité de cette candidature. D'avance, je sais que vous ne faites pas partie de ceux qui adhèrent à cette orientation. Mais je voudrais revenir sur ce qui a prévalu aujourd'hui par rapport à cette candidature du président Condé, qui a très tôt remis en question la problématique de la limitation des mandats dans ses discours. Est-ce que ce n'était pas un signal que la Guinée allait verser dans cette rupture? Quelle est la manière de montrer qu'on est dans un pays démocratique? C'est l'alternance au niveau du sommet de l'État. On commence par ça. On ne peut pas s'éterniser au pouvoir sous prétexte que d'autres, des voisins, ont eu des mandats ou bien des présidences à vie. Ce monsieur se dit démocrate. Mais il a violé la Constitution de 2010 sur laquelle il a juré, il a prêté serment 2 fois. 2 fois. Il a prêté serment sur cette Constitution. Et une fois qu'il est arrivé à la fin de son 2e mandat, qu'est-ce qu'il fait? Il en crée. Et je rappelle que cette Constitution de 2010, c'est une Constitution consensuelle. Consensuelle. Tout le monde était d'accord qu'il fallait revoir l'ancienne Constitution et toutes les parties prenantes ont accepté de se soumettre
à cette constitution parce qu'elle était consensuelle. Aujourd'hui, M. Alpha Condé est en train de violer l'article 27 de la constitution de 2010. Il est en train de la violer. Il a fait une soi-disant constitution. Et le drame, c'est qu'après qu'ils aient fait ce qu'ils avaient à faire, cette mascarade d'adoption de cette constitution, qu'est-ce qui se passe? Cette constitution est diffusée. Avant même qu'elle ne soit diffusée, une fois que cela a été, selon eux, accepté par le peuple, la constitution arrive au niveau des ministres ou du gouvernement et ils se permettent de falsifier certains articles de cette constitution. Une fois que au journal officiel, la constitution a été annoncée, des spécialistes se sont penchés sur celle qui a été validée par ce qu'ils appellent le peuple et ce qui a été publié. Et on s'est rendu compte que malheureusement, la malhonnêteté intellectuelle était là. On a falsifié, même si le peuple a accepté cette constitution, elle a été falsifiée. Et cela est vérifiable, les textes sont là. C'est ce que je pouvais dire sur ce. Donc, il y a une illégitimité totale de la candidature du RPG aux élections présidentielles de 2020. Alors, M. Barry, sur la même question, la légalité et la légitimité de cette candidature. Vous savez, moi, quand j'observe ce qui se passe, parce que j'ai eu la chance quand même de vivre ça en Guinée. J'étais en Guinée pendant les élections. Quand on me parle de légalité... Pendant le référendum? Oui, pendant le référendum, j'étais précisément à l'Abbé, dans l'une des plus grandes villes. J'étais là. Mais quand on me dit que c'est le peuple qui a voté, et sachant que moi j'étais à l'Abbé, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai des images jusqu'à présent, sur le site, où c'est des militaires, où on a voté dans des camps militaires. Moi je me dis, où est la démocratie au fait? Et quand c'est dans les camps militaires, on va voter, on va encercler les populations qui votent avec des armes, une partie vote, une partie ne vote pas, et après on agresse les gens. Moi je me dis, il n'y a pas de légitimité. La légitimité était là parce que c'était 2 mandats non renouvelables. À aucun moment, dans la Constitution de 2010, le président pouvait briguer un 3e mandat. On allait au-delà de ça, et au sein du FNDC, ça a été toujours ça le combat. Parce que vous savez que le FNDC regroupe l'ensemble... Et lui-même, il a théorisé l'alternance. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Et quand je pense qu'il y a un journaliste qui avait demandé au chef de l'État, est-ce que vous ne changez pas cette constitution pour briguer un 3e mandat? Sa réponse était non, ce n'était pas ça la question. Lui, cette constitution n'a jamais été une bonne constitution, il a toujours dit quelque part, mais sauf que il a accepté d'être élu avec cette constitution en 2010 et que cette même constitution nous a amenés aux élections de 2015, qui lui a donné son 2e mandat, et c'est à la fin de ce 2e mandat qu'on nous parle de ce 3e mandat. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais approuvé. Je me bats contre. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quand c'est allé tellement vite, au moment où les gens sont en train de manifester, ils ont sorti le calendrier qui était légal, qui n'est pas bafoué, il faut le reconnaître aussi, du mois d'octobre, pour les élections de 2020, au mois d'octobre. Ils ont sorti le calendrier. Après, les gens étaient là, la société civile, elle est là, les partis politiques sont là, les gens sont confus. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il ne faut pas partir? Certains ont décidé de ne pas partir. Alors, nous reviendrons sur la prétendue division de l'opposition guinéenne. Donc, sur la question, moi, j'ai envie que les gens soient un peu responsables dans ce pays. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a une Guinée où tout est permis pour les uns et une Guinée où tout est interdit pour les autres. Quand on dit qu'on est démocrate et qu'on est sûr de vouloir remporter et que le peuple nous aime, on laisse la latitude aux citoyens de décider de leur sort. Mais ce n'est pas ça le cas. C'est vraiment exceptionnel. Et quand moi je vois des intellectuels qui sont allés, je ne sais pas, s'ils sont sortis de la Sorbonne ou je ne sais quoi, pour vouloir nous réinventer une autre situation, sachant qu'on voit les choses en face, moi je me dis il y a un déphasage total entre ce qu'eux ils définissent comme développement d'une nation
et la réalité que les gens y vivent. Autrement, on n'est pas sur les mêmes planètes. On n'est pas sur les mêmes planètes, franchement. Alors, le temps que Barca finisse de s'installer, donc il a accusé un petit retard. Nous allons revenir, Barca, on vous laisse le temps de mettre votre micro. Alors, monsieur Keïta, il y a une précision à apporter à la suite des propos de vos co-débatteurs, où on peut aller très rapidement sur la suite du débat. Bien, ok. Par rapport à leurs propos, c'est pour juste par souci d'équilibre. Ils sont un peu deux dans une autre sensibilité. Absolument. Alors, je veux être très précis et très concis. Allez-y. Absolument. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir deux adversaires en face de moi. Mais cela ne vous fait pas non, Barca va équilibrer après. Barca non, va jouer cela ne me fait pas peur du tout. Je vous dis, je suis à l'aise. Ok, allez-y. Je vais répondre. Moi, j'ai entendu tout à l'heure violation de l'article 27, constitution falsifiée, le peuple qui a voté le référendum, ce n'est pas le réel peuple. Alors, mais dans quel monde on est? Je vous l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission. Interrogeons un peu l'histoire. La Guinée est un pays qui a 62 années d'indépendance. Alpha a dirigé le pays pendant 10 ans. Alors les 52 années qui étaient comptables du bilan. Le même candidat dont on me parle, c'est Cellou Dalein. Il a été plusieurs fois Premier ministre. Sékou Touré, Premier ministre. Les 12 candidats là, je les ai suivis. Plusieurs ont été ministres. Ils n'ont pas été comptables. De l'échéance guinéenne, ce pays a été mis complètement à plat ventre. Je ne vous dis pas à genoux, mais à plat ventre. 1958 à 1984, Sékou Touré s'en va. 84, Lansana Conté arrive. Il s'en va. N'étant pas intellectuel, il a laissé le pays à des intellectuels, notamment les Sékou Touré et consorts, que l'on retrouve aujourd'hui dans la campagne présidentielle de 2020. Ils ne sont pas comptables. Alors, ils sont vierges politiquement. Mais M. Keïta, c'est quoi le rapport entre la responsabilité de la gestion et la légalité et la légitimité de cette candidature? La responsabilité de la gestion et la candidature de Alpha Condé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, quand Alpha Condé a pris le pouvoir en 2010, il a demandé, il l'a dit, lors d'un sommet à Ouaga, quiconque sera président, il ne s'est pas désigné. Il faudrait qu'il revoie la Constitution. Nous avons une Constitution qui est désuète, qui ne répond plus à l'attente de la population. Il fallait la nettoyer, la changer. On l'a changée. Par sa simple volonté ou c'est un constat? C'est un constat parce que... Un constat. Un constat. Dans la mesure où ça a été soumis à l'approbation du peuple. Un référendum, c'est un peuple. On ne va pas me dire c'est une partie du peuple contre une autre partie du peuple, c'est le peuple. On l'a forcé personne. Les gens se sont levés et ont été votés. Oui, l'a remporté massivement contre le non. Le non l'aurait emporté, on ne serait pas là aujourd'hui en train de débattre sur un troisième mandat. Maintenant, je dis, le oui l'a remporté. Si le oui l'a remporté, ce oui-là lui permet éventuellement de pouvoir briguer un troisième mandat. C'est le peuple de Guinée qui l'a voulu, c'est le peuple de Guinée qui le veut. Moi, je ne regarde pas l'exemple des autres pays, parce que chaque pays a sa spécificité, sa singularité. Est-ce qu'on ne pourrait pas verser un peu dans les obligations de la moralité pour s'éloigner un peu du droit et s'arrêter sur la moralité? La parole donnée, la confirmation de l'acceptation de la Constitution. Qui m'a dit parole donnée? J'entends ça de l'opposition. Qui m'ont dit qu'Alpha Condé a donné sa parole. Qu'on a quand même donné le document. Mais M. Keïta, où il l'a dit, où il l'a écrit. Alpha Condé a toujours défendu l'alternance. Il a défendu l'alternance. Il a toujours dit que les gens devaient respecter les mandats. Au-delà même de la Guinée, ça nous sommes témoins de ça. Je suis d'accord. On va revenir. La défense de l'alternance, et là on reviendra. Je rappelle que TFM fait sa promenade aujourd'hui à Conakry, certainement. Parce que c'est un jeu de mots. Avec Barca. Voilà, nous sommes avec, c'est notre spécialiste de la sous-région. Barca, bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Alors, la question, c'est directement pour savoir exactement, est-ce qu'un bilan peut conférer à un individu une candidature dans une présidentielle? Je vous donnerai comme réponse ce qui était arrivé à Lionel Jospin, qui a été peut-être un des meilleurs premiers ministres de la Ve République et qui avait pensé que son bilan suffirait à le faire réélire en 2002. Et on a vu qu'il s'est même pas
qualifié au second tour et qui a été éliminé. Donc pour dire qu'il faut relativiser le bilan. Ça dépend des contextes et des pays. Pour ce qui concerne la Guinée, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos frères, qui sont peut-être aussi des oncles guinéens, pour leur dire qu'ils sont les bienvenus à Dakar. Et le titre que Papis vous avez choisi résume ce qui se passe, des élections sous tension, mais je pense qu'il n'y a pas que la Guinée qui est aujourd'hui sous tension, c'est toute la sous-région, tellement les enjeux sont imbriqués et que tous les regards sont tournés vers Conakry, vers Abidjan, après l'avoir été vers Bamako. De plus en plus, je pense qu'il y a une opinion publique africaine, panafricaine même, qui se réinvente sur la base de ce qui avait eu lieu pendant la période du RDA, qu'on retrouve sous d'autres formes. Les opinions publiques africaines suivent de très très près avec l'émergence des réseaux sociaux, les débats, un peu partout, ce qui se passe dans la sous-région. Il y a des enjeux maintenant qui dépassent les simples frontières dont nous avons hérité de la colonisation. Et pour le cas de la Guinée, c'est un cas extrêmement compliqué, un cas tendu. La nature du débat le prouve. Et on est en face d'acteurs qui ne sont même pas d'accord sur les règles minimales de consensus. Autant le pouvoir que l'opposition, c'est des gens qui ne sont pas d'accord sur les règles du jeu, parce que aussi bien pour ce qui concerne la composition de la CENI, pour ce qui concerne la révision du fichier électoral guinéen, et sur la légitimité ou non du président Alpha Condé à se représenter, les opinions sont complètement divergentes. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, parce que je n'étais pas là au début, j'ai eu un petit retard indépendant de ma volonté, je ne sais pas si on a abordé toutes les questions, ce qui fait peur aujourd'hui... On vient juste de commencer. Ce qui fait peur pour la Guinée, c'est l'absence de médiateurs internes, c'est-à-dire de soupapes de sécurité ou d'organes de médiation comme cela pourrait exister au Sénégal en termes de confréries ou bien d'autres relais qui peuvent parler aux uns et aux autres. J'ai l'impression qu'on a deux camps complètement retranchés et qui semblent aller tout droit vers un affrontement qu'on ne leur souhaite pas. Mais dans ce cas de figure, Barka, justement, c'est ça la pertinence de la question. Qui devrait avoir une certaine souplesse? Est-ce que c'est l'exécutif incarné par le président Condé ou l'opposition? Les deux. Mais la première responsabilité incombe d'abord à celui qui tient le pouvoir. Ça, c'est dans tous les pays. Alpha Condé est partisan, il est président du RPG Arc-en-Ciel, mais il est d'abord chef de l'État. Et donc garant de la sécurité des personnes et des biens et de la stabilité de son pays. Et de l'intégrité également. Voilà. Mais au-delà de cela, Alpha Condé, que j'ai eu l'honneur d'interviewer il n'y a pas très très longtemps, est quand même un personnage historique en Afrique, qu'on le veuille ou non, qui a eu un rôle très très important en termes de leadership dans l'opposition, qui a payé le prix fort sous Sékou Touré, qui a été accusé d'avoir voulu déstabiliser le régime, qui a été condamné à mort par contumace, qui a été emprisonné sous Lansana Conté, et qui est actuellement un des doyens de la sous-région avec son âge. Donc je pense qu'il a une responsabilité historique qui pèse sur ses épaules. On ne peut pas préjuger de ce qui se passera le jour de l'élection, mais Alpha Condé, lui, a un rendez-vous avec l'histoire qu'il serait malheureux s'il rate sa sortie, à l'image de ce qui s'est passé dans d'autres pays avec d'autres opposants qui ont eu une trajectoire historique. Alors, M. Diallo, pour ne pas faire de la météo politique, objectivement, là, j'essaie de vous éloigner de votre casquette d'opposant pour dire réellement quelles sont les chances légales, légitimes de l'opposition pour renverser légalement par les urnes le président Condé. Je vous remercie. Je voulais juste préciser que, comme l'a dit M. Ba, qui est en face de moi, les principaux responsables des 4 coordinations de la Guinée, qui sont des responsables des coordinations des régions naturelles de la Guinée, se sont réunis chez le Kuntigi, le chef suprême traditionnel de la Basse-Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils se sont réunis parce qu'ils avaient cette inquiétude qu'il ne se passe cette violence qu'on est en train de préparer. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est de lacrymogènes, des armes automatiques, de violences. On a vu des véhicules dont les pare-brises sont brisés par des balles, l'impact des balles. Et comment voulez-vous que ce régime-là puisse avoir un interlocuteur quand ces personnes âgées, sages, se réunissent pour faire un appel à la paix, au respect de la Constitution, parce qu'ils se sentent responsables devant le peuple et qu'ils se font leur envoi des militaires et des gendarmes, là où ils se tiennent dans une maison privée. Privée. On le retrouve là avec des armes, avec des... Mais quand vous voyez les scènes de cette intervention militaire, vous vous dites, mais dans quel pays sommes-nous? Et c'est ce qui est inquiétant, parce qu'on ne respecte plus rien dans ce pays. Plus rien. Même les autorités morales. C'est extrêmement inquiétant, parce que la violence est devenue coutumière. C'est inquiétant. Et je disais avant votre arrivée qu'on a... Elle n'a pas commencé sous Condé également. Il faut le reconnaître. La violence en Guinée n'a pas commencé sous Condé également. Oui, mais c'est exacerbé par ce régime-là. Merci de le préciser. Exacerbé par ce régime. Monsieur Barry était en train de vous dire tout à l'heure cette fameuse constitution dont il parle. Mais tout le monde sait, ce sont les militaires, c'est dans les camps militaires que ça s'est passé. Avec Kalachnikov. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans toutes les grandes villes de la Guinée, comme si vous étiez dans un état de guerre. Vous rencontrez des gens un peu partout avec des armes automatiques, des armes de guerre. Et on dit qu'on organise un référendum. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, la question, je reviens à la question, oui, que par les urnes aujourd'hui, oui, au-delà de ce contexte extrêmement explosif à la limite, est-ce que l'opposition guinéenne aujourd'hui peut, par les urnes, renverser le président Condé? Je vous réponds par oui. Parce que tout simplement, pour les personnes normales qui ont regardé les images de la sortie, la campagne électorale du président El Hadji Sellou dans toutes les villes de la Guinée, sont impressionnés. C'est du jamais vu en Guinée. En Guinée forestière, vous avez vu les images certainement. Personne ne pouvait s'attendre à une adhésion de toute cette population autour du projet de société de l'IFDG. Et ayant peur justement que cette marée humaine sorte à Cancan pour accompagner le président Sellou, ils ont mis des troncs d'arbres. Ils ont envoyé des militaires. Ce sont ces images. Ils ont organisé, ils avaient menacé d'ailleurs, ils ont envoyé 3 ministres à Cancan. Et ils disent qu'à Cancan, il n'y aura pas de drapeau. Il n'y aura que celui de l'IRPG. Mais c'est extrêmement inquiétant. Quand le président lui-même, il dit, et tout le monde l'a entendu, que quiconque, quand un malinqué, si un malinqué plutôt vote pour un candidat malinqué qui est dans l'équipe des 10 parce qu'ils sont 12, ça veut dire qu'il vote pour Sellou Dalein. Je voudrais rappeler que M. Alpha Condé a juré que ces deux-là n'accéderont jamais à la présidence de la République de Guinée. Il vient de les citer, Sidia Touré et El Hadji Sellou. Il les a cités. Il a dit, ceux-là n'accéderont jamais de ma vie à la présidence de la République de Guinée. Les données sont là. Ensuite, mais ça peut s'envisager. Il s'est engagé dans la cohérence d'une adversité. Ça peut s'envisager, ou bien vous prenez ça au premier, au deuxième degré, au troisième. Est-ce que quelqu'un a le droit, de dire qu'un autre Guinéen ne peut pas se présenter à une élection présidentielle? Quel qu'il soit. Fût-il le président de la République, il a le droit de dire qu'un autre Guinéen ne peut pas se présenter? Il a juré qu'il va écraser l'UFDG en 6 mois, quand il va accéder au pouvoir. C'est dommage pour lui, parce que l'Agence africaine des statistiques a sorti des données, et c'était des données réelles. Aujourd'hui,
Je vais rappeler qu'en 2010, El Hadji Sellou a eu 44%. Les données sont là. Il était à quel taux? C'est un scandale mondial. C'était pour la première fois dans le monde qu'un second, avec 18%, avec un retard de 6 mois, avec la complicité qu'il y avait derrière, on a pris 6 mois pour aller au deuxième tour. C'est historique. C'est jamais vu. Il faut le rappeler. Le président El Hadji Sellou, soucieux de la vie des Guinéens, il a compris que s'il se proclamait président de la République, ce serait un massacre. Parce qu'il avait les informations. L'armée, en complicité avec ces gens-là, avait dit, si tu te proclames président de la République, parce que c'est toi qui as gagné, nous te demandons d'attendre. Le vieux, il s'est battu pendant tant d'années. Il faut le laisser gouverner pendant un moment. Toi, tu es jeune, relativement jeune, tu auras le temps. Alors, de peur qu'il y ait une guerre civile, il a accepté. C'est l'argumentaire qui a convaincu Sellou de céder le fauteuil au président Condé. Il ne voulait pas de guerre civile. Il ne voulait pas qu'on tue les Guinéens pour un fauteuil. Il ne voulait pas. Et il le dit tout le temps. Je ne peux pas marcher sur des cadavres pour aller au palais de la République. Alors, est-ce que... Aujourd'hui, excusez-moi, M. Barry est là, pour la petite période qu'on a mis le FNDC en place. Pendant cette période-là, il y a eu combien de morts? 99. 99 morts. Parce que le FNDC a dit, on ne peut pas accepter ça. Et c'est la société civile plus les partis politiques réunis. On ne peut pas accepter ça. Parce que tout simplement, ils ont voulu défendre cette constitution. Vous voyez les images des enfants avec du sang. On ne peut pas montrer ça sur une télévision. C'est choquant. Hier, nous avons organisé une assemblée générale. J'ai fait venir un garçon de 18 ans, paralysé. Une balle l'a traversé. Il est allé dans les hôpitaux de Conakry, son témoignage est là. On l'a fait traîner. Et un jour, on dit non, on a donné l'ordre que toutes les personnes qui ont reçu des balles, c'est des manifestants, donc ils ne peuvent pas être soignés dans les hôpitaux. Son papa a pris sur lui de l'amener à Dakar. C'est nous qui l'avons pris en charge. Quand il venait là, il était presque dans le coma. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il arrive à marcher, il est en rééducation. Et ce n'est pas le seul cas. Et vous pensez que c'est ça la démocratie? On est à 205 morts. 205 morts. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est la tranche d'âge de ces enfants. Quand vous commencez déjà à compter, ça fait peur. Monsieur Barry, est-ce qu'on n'a pas tout simplement, on transfère le problème au regard de la sortie de Sellou sur France 24, qui rappelle aux uns et aux autres qu'il ne va pas accepter ce qu'il avait accepté. Cette complaisance, entre guillemets, de céder le fauteuil, comme il l'a rappelé, que cette fois-ci, il va aller exercer son mandat, anticipant quasiment sa victoire. C'est un spectre en Guinée aujourd'hui. Moi, comme je vous l'ai toujours dit, et Barka l'a rappelé, la Guinée est un pays exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Du plus petit niveau au haut niveau, ça fait peur. Parce que c'est pas... En fait, on est en campagne, donc les gens peuvent se permettre de dire certaines choses. Mais comme j'aime à le rappeler, un mot, tout est sauvé, un mot, tout est perdu. Donc les gens, ils jouent parce qu'il y a une population un peu analphabète et à qui on a appris le fatalisme. En fait, on a fait croire aux gens en Guinée que tout c'est Dieu. Donc à un certain moment, même, c'est pas possible dans un autre pays. Parce qu'au moins, on a la chance de voyager. On vit au Sénégal depuis plus de 10 ans, on part dans d'autres pays. Alors là, vous parlez d'obscurantisme. En fait, ce qui se passe... Ou de fanatisme. C'est exceptionnel, parce qu'on ne peut pas comprendre, quand même, que dans un pays de droit, je vous donne l'exemple qu'on est en train de vivre ici. Moi, j'aimerais bien que monsieur Keïta, votre nom est vraiment magnifique, mais quand même, votre président vous empêche de voter au Sénégal. Je ne parle pas de l'homme qui est au RPG, mais du citoyen que vous êtes. Au moins qu'on vous donne, par exemple, la latitude de voter pour lui, pour qu'il ait une voix de plus. Mais vous n'avez pas ça et vous êtes fiers de vous. Moi, on me prive de décider du sort de mon pays, de décider de choisir un président.
Et on dit qu'on est en démocratie et ça passe comme une carte sur table. Et c'est passé. On ne va pas voter, par exemple. Il y a 3 millions de Guinéens au Sénégal. Et même si on se recensait, on ne pouvait pas recenser 100 000 personnes. Et ce qui se passe, les 25 pays qui étaient recensés pour aller aux élections, sur ces 25 pays, les 2 ont été éliminés, le Sénégal et l'Angola. Je vous rappelle que sur les 23 pays, nous avons 91 000 personnes qui vont aller voter. Donc, insignifiant. En fait, quand vous voulez faire les choses et que vous êtes sûr, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Moi, je n'appartiens pas à l'UFDG, je n'appartiens pas au RPG. Je suis juste un citoyen guinéen qui a envie de décider de son sort. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, que vous décidez d'organiser des élections en privant les autres de participer à ces élections. Et vous dites que vous êtes des démocrates et que les choses doivent aller comme vous voulez. À une seule manifestation, on tire sur des gens à bout portant. Et ça, ce n'est pas des choses. Moi, j'aimerais bien que les responsables du pouvoir aient quand même le courage de regarder le monde en face pour dire oui, on a fait des gaffes, on a tué, on a blessé, on a saccagé, on a empêché des gens de manifester librement. Et pourtant, c'est dans la Constitution. Et je veux revenir vers vous. Quand vous parlez de l'homme historique, et tout le monde le reconnaît, moi, je n'accepterai jamais qu'on manque à un président de respect. Parce que pour être président, c'est vraiment de la capacité, c'est de la rigueur, c'est de la patience, c'est beaucoup de choses. Mais quand on vient au pouvoir, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Et c'est là le bas blesse aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui se passe en Guinée, que moi j'aime dire. Il y a 3 choses là-bas. C'est les rumeurs, les victimes et les héros. Vous savez, quand c'est comme ça dans un pays, rien ne peut bouger. Vous savez très bien que quand les rumeurs courent, tel a fait ceci, ça court, on va attraper les gens. La deuxième chose, c'est les victimes. Tel est malinqué, tel est Peul, c'est parce qu'on est Peul, on nous fait ça. Et après, dans cette situation, il y a des personnes qui sortent de nulle part, qui viennent pour parler au nom du peuple, parce qu'ils veulent de l'argent. Et c'est ce qui se passe. Quand des gens vont écrire des journaux, vont interviewer le président, vont faire sa promotion, c'est pour avoir un 20 millions, un 30 millions. C'est la politique du ventre, parce que les gens sont nécessiteux. Le SMIC guinéen, il est faible. Les gens n'ont pas de quoi manger. Moi, j'ai passé 6 mois en Guinée. Pendant la période Covid, j'étais en Guinée. Je suis allé, j'ai fait toute la moyenne Guinée. On a vu des gens qui n'ont rien. Et eux, là, ils ne demandent pas grand-chose. On les manipule. Vous voyez des jeunes qui ont fini des études, mais qui acceptent de porter un t-shirt d'un parti politique avec 50 000 francs, avec une petite bouteille d'eau comme ça. Ils le prennent. On tue les gens, il n'y a aucun jugement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont aller aux élections. OK, c'est bon, on a forcé la situation. Les gens veulent aller aux élections. Mais permettez au moins aux citoyens de partir, voter librement et de choisir. Et de choisir. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas, par rapport au vote des Guinéens, peut-être qu'on reviendra sur ce point. Je veux interroger Barka. C'est par rapport à cette discrimination. Moi, je l'appelle discrimination. Certains lieux, il y aura le vote, ailleurs, non. Quelle peut être l'incidence du scrutin par rapport justement à cette spécificité, j'allais dire. Mais de manière globale, je l'évoquais tout à l'heure, l'un des gros problèmes, l'un des plus gros points d'achoppement, c'est l'absence de consensus sur les règles du jeu électoral. Même pour le fameux référendum avec la nouvelle constitution, il y a eu des lieux où les votes ont été carrément annulés ou qui n'ont pas pu se dérouler. Donc depuis, je pense, 2010, la Guinée n'est pas sortie du contentieux électoral. Les élections ont été rarement tenues à date échue. Il y a des élections municipales ou communales, comme ils les appellent là-bas, qui ont été repoussées à plusieurs reprises. Il a fallu de très grosses négociations pour que les organisations internationales comme l'OIF, la CEDEAO envoie des gens, des experts pour venir auditer le fichier. Tu n'es pas d'accord entre les 5 millions d'inscrits sur les 7 millions, etc., des gens qui ont été radiés. Donc, au départ, ce qui pose problème, c'est que la compétition électorale est viciée et un peu faussée. Les acteurs ne seront jamais d'accord sur les résultats. Le camp de Alpha pense que tout est nickel, que la CENI est légitime, que leur conseil constitutionnel reflète l'état de droit, alors qu'au FNDC, à l'UFDG, etc., les gens ont totalement un autre son de cloche.
je pense que même pour les derniers, Alpha n'avait pas accepté que des auditeurs indépendants viennent superviser un peu son référendum. Il y a la francophonie qui s'était retirée. Tout cela pose problème. Si dès le départ, les gens ne sont pas d'accord sur les règles du jeu, évidemment, il y aura de la suspicion, évidemment, il y aura des contestations. C'est là maintenant où il est intéressant, à mon avis, d'analyser l'attitude de Cellou Dalein Diallo, qui semble jouer sur deux leviers. Et selon moi, il a dû être extrêmement difficile au sein de son état-major d'aller à ces élections-là, parce qu'il y a eu des débats très houleux. Cellou et ses partisans, dans le cadre plus global du FNDC, avaient décidé de boycotter le référendum. Ils avaient même dit clairement qu'ils allaient empêcher la tenue du référendum. Et ils étaient forts des démonstrations de force, des foules énormes, incontestablement, que l'UFDG principalement avait réussi à sortir. Et Cellou, je pense, pensait que la pression de la rue suffirait à empêcher Alpha de tenir son référendum. Mais malgré tout... Ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, ce qui a été une victoire psychologique, il faut le dire, pour Alpha Condé. Il faut dire que malgré la pression de la rue, j'ai quand même pu tenir mon référendum, qu'il soit contesté. Et qui s'est donné les moyens politiques d'arriver à ce résultat. Les moyens politiques et militaires, il faut le dire. Financiers. Surtout militaires. Ouais, les moyens politiques et militaires Les assassinats. Parce que, bon, je ne parlerai pas comme ça d'assassinat, mais je sais que Alpha tient pour le moment très bien l'appareil sécuritaire guinéen. Mais cela, c'est jusqu'à quand? Parce que ça peut changer. On est en train de suivre ce qui se passe au Mali de très près. Moi, je pense que l'attitude de l'armée guinéenne sera une des clés de ce qui va se passer dans quelques semaines. Si l'armée va rester fidèle à Alpha Condé, va l'aider à donc conserver le pouvoir, ou est-ce que l'armée va jouer... Est-ce que, Barka, là je vous interromps, est-ce que ce ne sont pas ces armées... je dépasse la Guinée, je veux qu'on fasse un débat de panafricain un peu. Est-ce que ce ne sont pas ces armées-là, pour s'arrêter sur votre exemple, qui sont le problème des Africains? C'est un des problèmes. C'est un des problèmes incontestablement de Papis. Et en Guinée, on l'a vu, c'est un pays qui a eu une trajectoire un peu malheureuse par rapport à son armée, depuis le coup d'État de Lansana Conté. Un coup d'État suivi d'un règlement de compte quasiment communautaire entre Malinké et Soussou, après le contre-coup d'État attribué à Diarra Traoré qui a malheureusement échoué et qui a été suivi d'une répression féroce contre les cadres malinqués. Donc on a même eu une sorte de règlement de compte très 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 malheureux, alors que ça suivait déjà la répression très dure qu'ont subi les Peuls. Je veux dire, la Guinée n'est jamais sortie de ce piège ethnique où les bases ont été faussées depuis le départ. Il n'y a jamais quasiment eu de commission vérité et réconciliation. Je pense une instance dont aujourd'hui la Guinée a le plus besoin, parce que toutes les communautés en Guinée ont été victimes d'une répression. Et il y a même un mot malheureux qui est entré dans le vocabulaire des spécialistes en sciences politiques en parlant de la Guinée, où on parle d'ethnostratégie. Et selon moi, dès qu'on parle d'ethnostratégie, ça veut dire qu'il y a des gens qui manipulent les identités, qui manipulent l'ethnie, alors que les populations sont brassées, sont mélangées. Les Soussous ne s'entretuent pas avec les Peuls ou les Malinqués dans les rues quand il n'y a pas de tension électorale. Il y a des mariages interethniques, etc. Mais malheureusement, les leaders politiques, pour asseoir leur clientèle, manipulent l'ethnie, manipulent les populations, font monter les enchères. Et cela piège le débat, piège le pays. Et la victime, c'est le peuple. Toujours c'est toujours le peuple qui est victime. D'obscurantisme sans le nommer. Alors, monsieur Keïta, aujourd'hui, par rapport au spectre de la guerre civile, il faut le dire, les menaces fusent de partout. On pourrait s'attendre à quoi? Mon souhait le plus cher, parce que j'ai entendu la déclaration des uns et des autres. J'ai entendu la société civile, j'ai entendu M. Diallo,
puis j'ai l'expert ici, qui est mon confrère journaliste. Bon, expert, c'est un grand mot. Hein. Non, mais moi je dis que tu es un expert parce que Barka, on se connaît depuis longtemps. C'est un confrère, un jeune frère, mais il connaît très bien. Il connaît la géopolitique africaine et guinéenne. Bon, mais une chose est sûre, c'est vrai, que je l'ai dit tout à l'heure, que la Guinée est un pays spécifique, qui a sa singularité et sa particularité. Vous savez, un pays qui a été un des premiers à réclamer son indépendance en 1958. 1958, sous Sékou Touré, jusqu'en 1984, date à laquelle il est parti. Il y avait une montagne de problèmes qui n'ont pas été réglés. 84, Lansana Conté prend le pouvoir jusqu'au moment où il est parti. Et ceux qui ont dirigé le pays avec Lansana Conté, ils sont encore là. Je ne cite pas de nom. Lansana Conté s'en va, Dadis arrive. Tout le monde sait ce qui s'est passé. La Guinée a été toujours un pays avec ses problèmes, je le dis, je le répète. Ce pays est sorti la tête de l'eau en 2010. 2010 à 2020, 10 ans. 10 ans, on fait un bilan. On fait un bilan. On fait un bilan sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Maintenant, il y a effectivement des problèmes, c'est vrai. Parce que c'est un problème qui est là, qui est pendant, qui n'existe pas au Sénégal, qui n'existe pas au Mali, qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là ont réglé ce problème. Nous avons ce problème. Il l'a dit, mon cher confrère journaliste. Moi, je voulais comprendre, Ce problème le rapport qu'il y a entre le bilan et cette candidature qui est l'objet de... Si tu permets, il dit qu'on n'a pas ce problème-là. On remercie Dieu. Pour le moment, on Oui, ne l'a c'est pas. ça. Mais c'est le lieu pour nous de dire que ce qui se passe Parce que tout à l'heure... Non, je voulais juste... Je voulais juste insister, Papi, si tu le permets, sur un point. Allez-y, oui. Il semble parler d'une certaine exception sénégalaise. On remercie Dieu de ne pas connaître ces problèmes communautaires-là. Mais on n'en est pas préservé quand on entend les discours irresponsables comme ceux tenus par un responsable de la majorité présidentielle qu'il faut condamner sans équivoque, avec la plus grande fermeté, parce que ce sont des propos dangereux pour la stabilité du pays et pour la cohésion nationale. Merci. Voilà. Merci pour la précision. On n'aimerait pas vivre cela. Allez, on revient au débat. On revient au débat. Absolument. J'interpellais On est toujours à Conakry. Absolument. J'interpellais... On n'est pas d'accord. Non, on est à Conakry. On va revenir à Dakar. Voilà. J'interpellais un peu Allez-y, mon Michel confrère Keita. Barka, parce qu'il a parlé d'un consensus. C'est vrai que la Guinée ne connaît pas ce consensus. La différence avec le Sénégal, c'est qu'il y a le pouvoir religieux qui est là. Quand il y a un problème au niveau des politiques, le pouvoir religieux, oui, intervient. En Guinée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, chacun pense qu'il a éventuellement la possibilité de faire ça et ça et ça. Aujourd'hui, le pouvoir est dans les mains, comme on appelle ça, d'Alpha Condé depuis 2010. Depuis 2010. Il gouverne le pays. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'on dise Alpha Condé, ceci ou Alpha Condé, cela. Moi, j'aimerais qu'on fasse le bilan d'Alpha Condé dans les 10 ans. On va vous refaire votre micro. Si, on va lui faire son micro, M. Keita. Alors, nous sommes un peu pressés par le temps. En un instant, on a déjà fait une heure de table. Alors, M. Diallo, c'est par rapport à la sous-région. Oui. La sous-région, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est quoi votre vision par rapport à la posture de tous ces États aujourd'hui? Certains se regardent en chien de faïence, de façon peut-être assez cachée, assez bien cachée. Ça peut déboucher sur quoi? Et quelles peuvent être les incidences fâcheuses contre le peuple guinéen, justement? Parce que c'est le peuple guinéen qui est au centre aujourd'hui. Merci. Je me rappelle que dans les années 70-80, je lisais souvent le journal Africasie, Jeune Afrique. Et il y a eu un éditorial où quelqu'un disait, je ne me rappelle plus de cet écrivain ou de ce journaliste, que l'Afrique est malade de ses politiciens et de ses cadres. C'est ça la réalité. Et de son armée, ou de ses armées. Et de ses armées. Aujourd'hui, nous avons un exemple au Mali. On l'oublie, Alpha Omar Konaré. C'est un grand monsieur. Jerry Laonis, du Ghana. C'est des grands messieurs, et tant d'autres. Je l'ai écouté sur
excusez-moi peut-être de citer la radio, Il n'y a pas de souci. c'est RFI. Allez-y, c'est pas grave. On lui disait, la dame journaliste lui dit, mais vous êtes très populaire en ce moment au Mali. Est-ce que vous ne pensez pas? Il a arrêté. Il a dit, madame, il faudrait qu'en Afrique, on s'habitue à rencontrer un ancien chef d'État comme un citoyen simple se promener dans les rues de son pays. Il faut qu'on s'habitue à ça. Quelle que soit ma popularité, à la fin de mon mandat, je m'en irai. Il est là aujourd'hui. Il a tous les honneurs. Et c'est ce qu'on demande au président de la Guinée, 82 ans, de grâce. Nous respectons son âge, nous respectons son combat. Mais à 82 ans, nous pensons qu'il est incapable de diriger ce pays. Il y a eu Bourguiba, je crois que les gens oublient. Ami Bourguiba, pour le citer. On sait comment c'est que c'est passé en Tunisie. Il y a autant d'exemples de présidents qui étaient obligés de prendre des avions pour fuir et puis chercher des pays d'accueil. On ne le lui souhaite pas. Comme l'a dit le président El Hadji Sellou, c'est qu'on demande, on lui accordera tous ses droits et tous ses honneurs. Mais il y a une conditionnalité, c'est-à-dire mais il a fini ces deux mandats. Il a fini ces deux mandats sur la Constitution sur la base de laquelle il a été élu et il a prêté serment. Il a prêté serment. Il ne peut pas se dédire comme ça. C'est trop facile. Alors, Barry, de la société civile, aujourd'hui, je veux anticiper un peu, en étant positif, hein, je suis panafricain, je le rappelle, le climat tendu autour de la frontière guinéenne, pour parler de ses voisins, Mbalo, pour ne citer que Mbalo par exemple, Oui. vous en dites quoi? Vous savez, on observe. Parce que moi, je me dis que chaque pays est indépendant, on est des voisins, et c'est bien réglementé, il y a le respect, il y a la diplomatie qui est là, on ne se mêle pas trop, mais je pense qu'il ne faut pas que... J'écoutais un homme politique sénégalais une fois qui disait que c'est la CEDEAO des chefs d'État et c'est pas la CEDEAO des peuples. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, à mon humble avis, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnalités africaines, maliennes, sénégalaises et tout. Mais une chose qui me revient à chaque fois quand on me le dit, j'ai peur. Ils me disent, oui, on a tellement bien envie de vous accompagner, mais vous savez, il y a quelque chose, nous, notre pays, n'a pas de problème avec la Guinée, c'est les intérêts qui nous lient. Et j'ai une réponse sèche à leur donner à chaque fois. Je suis d'accord avec vous, mais vous défendez quel peuple en fait? Vous défendez le chef d'État ou c'est le peuple que vous défendez? Parce que si vous défendez les intérêts de la Guinée ou bien c'est les intérêts qui vous lient avec la Guinée, je pense que c'est l'intérêt du peuple guinéen qui doit vous lier. Mais moi je pense qu'ils sont tellement habitués aux avions. Je suis désolé, moi la CEDEAO, aucun respect aujourd'hui par rapport à ce que je suis, le jeune que je suis. Parce que ce qui se passe, les avions, les per diem, aller dans les grandes rencontres. Moi, je le matérialise très simple parce que moi, je viens d'un petit village. Je me dis le prix de leurs costumes, le prix de leurs hôtels, le prix des parfums qui s'achètent, les téléphones qui s'achètent pour venir faire ces séminaires-là. Ils auraient donné ça à des jeunes, ils auraient entrepris, ils auraient évalué leurs projets. Il faut qu'on arrête de nous prendre, de décider pour nous, par exemple, nous les jeunes. Par tous les sommets, notre projet, vous n'allez jamais voir un homme politique qui ne met pas la jeunesse devant et les femmes devant son projet de société. Et quel commentaire vous faites sur Mbalo? Je m'arrête sur Mbalo, c'est important, le président de la Guinée-Bissau. Mbalo, j'ai écouté j'ai lu son interview, je n'ai pas vérifié, où il disait par rapport à la fermeture des frontières entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, il disait que la Guinée-Bissau n'est pas un pays de voyous pour garder des bandits. Il gardera les mêmes diplomaties, le même voisinage avec la Guinée. Parce que ça, c'est le langage diplomatique. Oui, mais Barry. Moi, je veux rester sur ça. Moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout. Non, mais moi, je ne peux qu'on ne fasse pas de la météo, c'est vrai. Je veux rester sur ça. Mais géopolitiquement parlant, qu'est-ce que ces relations peuvent créer aujourd'hui entre ces deux peuples? Mais ça peut créer de la tension à cause de ce problème. Les deux pays peuvent avoir des problèmes parce que si le président, j'ai entendu un responsable du RPG qui a répliqué dans une radio de la place en Guinée, qui a répondu à Mbalo. Il dit, si tu continues comme ça, je serai obligé d'être devant pour te mettre à ta place.
Et là, c'est juste un simple citoyen d'un parti politique qui s'adresse à un président et vice-versa. Par exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui par rapport à celle où je vous donne juste l'exemple. Il paraît que le Premier ministre était parti à la baie pour inaugurer je ne sais quoi. À son retour, il a été braqué. Et ils ont estimé que c'est l'UFDG, comme c'est le fief de l'UFDG, mais le préfet de la baie a fait une sortie pour dire qu'il y a eu incompréhension, un problème entre les responsables du parti, où certains avaient été promis, ils devraient recevoir de l'argent qu'ils n'ont pas reçu, donc ils ont attaqué le cortège en rentrant. Et c'est pareil, c'est la réponse là aujourd'hui que les gens de Cancan étaient en train de donner à l'UFDG pour dire que nos autorités sont parties dans votre fief, vous les avez saccagés, vous n'avez pas le droit de rentrer. Ça peut être la même chose, parce que peut-être un Barka peut comprendre, vous pouvez comprendre, parce que vous avez une faculté de comprendre les choses. Mais le citoyen lambda, le Guinéen, il va passer par les valles, il dit « il va commencer à dire « comme ça. Ça va créer une tension qu'on ne pourra pas maîtriser. Ouais. Donc c'est pourquoi j'ai dit au début, un mot, tout est sauvé, et un mot, tout est perdu. Il faut qu'ils soient responsables et qu'ils comprennent qu'il y a une nouvelle génération d'Africains qui pensent que cette façon de gouverner l'Afrique ne peut plus marcher. Il faut changer de paradigme. Non, il faut vraiment changer le mode de gouvernance. C'est pour être dans le même sillage. Barka, la Guinée, le président Macky Sall, j'ai cité Mbalo pour la Guinée-Bissau, le président Macky Sall. Oui, moi je voudrais d'abord, avant d'aborder le chapitre Macky Sall, m'arrêter sur les relations Mbalo-Alpha. C'est un feuilleton assez intéressant quand on sait que les deux hommes se sont connus très bien il y a très longtemps chez Blaise Compaoré au Burkina Faso. Donc ils se connaissent. Ils se connaissent et il y a une dimension personnelle dans le conflit entre Mbalo et Alpha. Parce que simplement, Mbalo reproche beaucoup à Alpha Condé de lui avoir savonné la planche quand il était Premier ministre. Et que beaucoup de gens oublient que Mbalo a été Premier ministre de Guinée-Bissau et que Alpha Condé était médiateur de la crise bissau-guinéenne. Et à raison ou à tort, Mbalo pense que c'est Alpha Condé qui a obtenu sa tête et que voilà, qu'il y a une dimension un peu personnelle qui fait que voilà, Alpha ne voulait pas de lui comme Premier ministre de la Guinée. Et les deux hommes ont en commun d'avoir un langage cash et Mbalo, qui a déjoué les pronostics, qui a quand même réussi à déraciner le baobab PIGC, est en train de faire payer cash à Alpha Condé son inimitié qu'il lui avait manifesté. Et c'est un peu paradoxal parce que voilà deux pays, s'il y a deux pays vraiment frères en Afrique, c'est les deux Guinées. La Guinée a... Il n'y a aucun pays qui a plus soutenu la Guinée-Bissau dans sa guerre de libération que la Guinée-Conakry. Conakry était la capitale politique du PIGC. C'est à Conakry qu'Amilcar Cabral a été assassiné. Lansana Conté et le président Nino Vieira étaient des compagnons de guerre. Lansana était dans le front de Bokeh et Nino et lui étaient tout le temps ensemble dans le maquis. Donc je pense que les relations entre les deux peuples, les deux pays, par leur trajectoire historique, vont dépasser l'inimitié entre Mbalo et Condé. Mais c'est très intéressant de voir cela, il ne faut pas l'occulter. Il y a quand même une lecture à faire dans le positionnement des uns et des autres. On peut penser que Macky Sall, qui pour le moment reste neutre pour aborder, on ne l'a pas vu faire de déclarations intempestives comme Mbalo. Il se garde de se mêler de ce qui se passe en Guinée. Est-ce que c'est une attitude prudente ou est-ce qu'il cache bien son jeu, qu'il a une préférence qu'il ne dit pas ça? On ne peut pas le dire. Parce que jusque-là, Macky Sall a été très prudent sur le dossier guinéen. Il ne passe pas pour être l'un des meilleurs amis d'Alpha Condé, pour le dire comme ça diplomatiquement, mais lui n'a pas la même posture que Mbalo sur ce dossier. Et pour rebondir sur le président Macky Sall, la fermeture des frontières, comment est-ce que vous analysez ce silence? La fermeture des frontières est une initiative d'Alpha Condé qui, lui, pense... le silence sénégalais Oui, le silence sénégalais, c'est un silence qui il est cohérent. Il est cohérent parce que Macky Sall ne va pas, quand même, un président responsable, jeter de l'huile sur le feu, faire des déclarations intempestives. Je pense que
il devient actuellement un des doyens, enfin, il est jeune par l'âge, mais c'est quand même un président, qu'on le veuille ou non, qui est très très bien assis dans la CEDEAO, qui a de très bons relais, qui commence à bien maîtriser les questions de la sous-région et qui a des relais un peu partout. On a vu comment il a intelligemment manœuvré en Gambie. On a vu les soutiens diplomatiques très forts qu'il a donnés à quelqu'un comme Georges Weah ou comme Julius Maada Bio. Il avance ses pions dans la CEDEAO sans faire beaucoup de bruit, mais il manœuvre comme d'autres personnes manœuvrent, comme Ouattara manœuvre. Et je pense que sur cette question guinéenne-là, Macky Sall lui-même va regarder ça de très très près parce que ça le concerne. Ce qui va se passer, son oui ou son ni oui ni non n'est pas tenable. Moi, je pense que c'est une posture intenable pour un chef d'État. Et très bientôt, les résultats des élections en Guinée ou en Côte d'Ivoire vont influer sur la position de Macky Sall. Il y a des questions sur lesquelles il n'est pas très à l'aise sur cette affaire de troisième mandat, parce que sa posture clair-obscur en disant ni oui ni non l'empêche aujourd'hui d'avoir le leadership qui devait être le sien dans la sous-région. Il aurait pu capter ce leadership parce que... D'où certains détracteurs qui invoquent la complaisance de la CEDEAO parce que les fortes personnalités de la CEDEAO, il y a le président Macky Sall, Alpha Condé est très influent également, le président Ouattara, tous sont dans le même cas. Oui, sauf qu'il faut nuancer avec la posture radicale de quelqu'un comme le président Issoufou, qui est en fait de mandat, qui a tenu, lui, le discours le plus cohérent dans cette affaire, qui a carrément milité pour la limitation des mandats, et qui semblait être encouragé dans ce sens par les Français. On parle de la sous-région, mais il ne faut pas oublier quand même que même si la France n'a plus la tutelle caricaturale qu'elle avait sur ses ex-colonies, elle est un peu plus en retraite pour plusieurs raisons, parce que la France est devenue assez impopulaire au niveau d'une certaine opinion publique africaine et surtout chez les jeunes. Mais la France et Macron suivent de très près ce qui se passe en Guinée et en Côte d'Ivoire et tirent les ficelles un peu à l'ombre. Et ce qui va bouleverser moi ce jeu, c'est de voir la posture de Condé dans tout ça, qui clairement fait peu cas des postures de la CEDEAO et a orienté toute sa stratégie dans une alliance tactique avec la Chine, avec la Turquie, avec la Russie, qui sont des pays qui ont des intérêts immenses en Guinée, qui, eux, se sont rendus compte qu'on parlait du Zaïre, de l'ex-Zaïre, la RDC, comme scandale géologique, mais je pense que le potentiel économique de la Guinée dépasse l'entendement. C'est un pays qui a tout pour décoller, et moi je pense même que si la Guinée était bien gouvernée, les cadres sénégalais vont se bousculer pour aller chercher du travail en Guinée, et non le mouvement inverse qu'on assiste actuellement entre les deux pays. Les deux pays. Alors, M. Keïta, si la passion politique vous le permet, je voudrais qu'on parle un peu d'économie, un peu, si c'est possible, pour la Guinée. C'est Barka qui ouvre la brèche. Moi, je m'arrête sur le budget, par exemple, de la Guinée. Est-ce que vous pensez qu'il est ambitieux pour un pays qui a autant de potentiel et de ressources? C'est un budget qui est éventuellement à la hauteur des ambitions du président de la République. Je vais vous dire une chose encore, parce que vous savez, il y a des choses, on en reviendra. Je le souhaite de tout mon cœur. Moi, je voudrais éventuellement avec Barka qu'on prenne rendez-vous avec l'histoire après les élections présidentielles. On a dit beaucoup de choses. Vous avez dit tout à l'heure, en tant que panafricaniste, vous avez posé des questions concernant le continent. Parce qu'effectivement, ce qui se passe en Guinée peut toucher un certain nombre de pays. C'est normal, c'est l'Afrique, c'est le continent. Moi, dans mon entendement, c'est le seul continent qui a la forme d'un point d'interrogation par rapport aux 4 autres continents. Il faut qu'on s'interroge. Quand ça va mal au Mali, ça peut toucher le Sénégal, ça peut toucher le pays. Effectivement, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui nous concerne et concerne toute l'Afrique. C'est important ça, il faut qu'on le dise. Dans ce continent, l'ancien président de la République du Sénégal l'avait dit, Maître Wade, lors d'un sommet, j'étais à Paris, sur le NEPAD, en disant la durée des différents conflits et l'intensification des conflits à l'intérieur de l'Afrique, il va falloir qu'on y mette fin. À partir de ce moment-là, je ne sais pas si Barka s'en rappelle, Thabo Mbeki, Bouteflika et Obasanjo ont travaillé sur le MAP, Millennium African Progress, pour essayer de lutter, pour éradiquer l'ensemble des conflits à travers le continent africain. Peu importe le pays.
Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait mettre comme contenant dans le contenu? C'est ça. Wade a travaillé sur le projet Oméga, n'est-ce pas? On a fusionné les deux et ça donnait naissance au NEPAD. Étant donné que l'Union africaine a échoué, le NEPAD a remplacé. Mais pourquoi le NEPAD bat de l'aile jusqu'à présent? Et pourtant, Macky est le président du NEPAD, n'est-ce pas? Jusqu'à preuve du contraire, en tant que président de la République. Ça ne va pas. L'Afrique ne marche pas. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il va falloir que nous... Est-ce que ce ne sont pas les hommes qui ne marchent pas, mais l'Afrique... Non ce sont les hommes qui ne marchent pas. L'Afrique a ses potentiels. Elle est souvent vieille sans avoir été... Mon cher confrère, vous avez dit des choses très importantes. Moi, je vais prendre l'exemple de mon pays, c'est-à-dire le Sénégal, mon pays d'accueil. Lorsqu'il y a eu... le Sénégal a pris son indépendance en 1960, avec l'événement de Senghor, il y a eu ce qu'on appelle la détérioration du terme de l'échange. N'est-ce pas? Ensuite, on a eu l'ajustement structurel. Ensuite, il y a eu la dévaluation du franc CFA. On nous a dit, non, maintenant, pour entrer dans la cour des grands, il faut la mondialisation et la globalisation. Ça veut dire qu'il faut que vous vous entendez. Comment 52 chefs d'État peuvent s'entendre? Comment on peut s'entendre? Alors chacun dit, moi je vais régler mon prix en fonction éventuellement de ma spécificité, de ma singularité, de ma particularité, en fonction de mes moyens. Voilà, comme ça. Chaque pays fait en fonction de ce qu'il a et en fonction de ce que Dieu lui a donné. Alors, moi je reviens encore mais au détriment par une autre fenêtre sur l'aspect économique. Un peu, le président Condé estime que son bilan lui confère cette légitimité. A priori, le bilan qu'il aura présenté aux Guinéens sous son magistère pendant ces 10 années. Bien. Économiquement, aujourd'hui, vous avez compris? Oui, tout à fait. Oui, répondez alors. Oui, je dis, il a pris le pouvoir en 2010. 2010, il a proposé un projet politique, un projet économique et un projet social. Aller au Sénégal, j'en viens. Du moins en Guinée, j'en viens. On a fait un dossier sur la Guinée. Je vous jure, alors, Keita, sincèrement, malheureusement, votre les micro, axes prioritaires de votre micro, malheureusement, on va revenir. Ben, allez-y, moi ça ne me gêne pas, allez-y. Allez-y. Hein, le réalisateur me l'interdit, mais moi je l'aurais accordé pour avancer. Alors, sur la dimension économique, monsieur Diallo, aujourd'hui, je me suis amusé à faire un petit jeu ou à suivre les comparaisons sur les budgets prévisionnels des États. Quand le budget du Sénégal fait 4 fois celui de la Guinée, ça vous semble cohérent, M. Diallo? Bon, je voudrais d'abord réagir parce que vous avez posé la question à M. Keita, mais il est incapable de donner un bilan. Il en est incapable. Il en est incapable. Il peut pas. Il est en train de. Il est en train de revenir sur des années 70, comme si on était dans le plan d'ajustement structurel. Il parle du NEPAD, mais on lui demande de présenter un bilan des 10 ans d'exercice du pouvoir du RPRG. Tout est ouvert. Dites-nous combien de kilomètres, dites-moi combien de kilomètres ont été réalisés. Aujourd'hui, vous mettez entre Koya et Conakry combien d'heures? Vous avez vu à la télévision les routes chaotiques que pratiquent les cortèges? Impossible. Entre Conakry et Labé, c'est 450 km. On en fait 24 heures ou même plus aujourd'hui. Attendez, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il fasse de telle sorte que quand on quitte Paris... Vous pouvez me laisser terminer? Vous pouvez me laisser terminer? Vous pouvez me laisser terminer? En 10 ans. En 10 ans. Cette route-là, on la faisait en 6 heures. Aujourd'hui, on l'a fait en combien d'heures? 48 heures, ça dépend. 48 heures. Pas d'infrastructure routière. Non. En fait, c'est une catastrophe. Parce que vous appelez en Guinée aujourd'hui, à la baie, ou bien dans les grandes villes, on vous dit, mon téléphone, je n'ai pas pu le charger depuis 2 jours, parce que je n'ai pas de courant. On ne peut pas avoir de congélateur, de réfrigérateur, si vous n'avez pas de groupe électrogène. C'est scandaleux. Tout le monde n'a pas les moyens. Non, pas du tout. Parce que les salaires, c'est des salaires de misère. Un instituteur guinéen... Vous allez poursuivre le temps qu'on vous installe. Un instituteur guinéen le disait. Le paradoxe en Guinée, c'est que
vous sortez sous la pluie, vous revenez chez vous sous la pluie, vous ouvrez le robinet et vous n'avez pas une goutte d'eau. À Conakry, c'est des puits, c'est des forages, pour ceux qui ont le moins. Je suis témoin à Conakry, et les gens qui ont les moins, qui ont des forages, mais vous avez une rangée de 50, 100 personnes le matin. On fait passer les raccords par les murs pour permettre à ces populations de s'approvisionner en eau. Le pays qu'on appelle le château d'eau de l'Afrique. Château d'eau de l'Afrique. À Conakry, la capitale. La Guinée, qui est peut-être la deuxième ou la troisième ville, vous ne pouvez pas avoir de l'eau de robinet. Elle n'a pas. Vous ne pouvez pas avoir de l'électricité. Vous êtes obligé de vivre au quotidien. Vous ne pouvez pas acheter 5 kilos de viande pour les conserver. Monsieur Barry est là. Il peut le confirmer. Mais 10 ans, pendant 10 ans, ils ont dirigé ce pays. Mais c'est tout le système qu'il faut changer. C'est tout le système. Alors on lui redonne la parole. Oui, allez-y, Keita. On m'a remis par souci d'équilibre. On m'a remis par souci d'équilibre parce qu'on m'a remis mon micro. Allez-y. Ça me fait rire. Mais on est dans quel monde? Vous devriez pleurer. Non, on est dans quel monde, M. Diallo? Il me dit, manque d'eau, manque de ceci, manque de cela. Ce pays est indépendant depuis 62 ans. Le bonhomme qui est à la tête du pays ne le gouverne que depuis 10 ans. Alors, les 52 années, comment les gens la faisaient? Qui était au levier du commande? Ce n'est pas son candidat, c'est lui Dalin et consorts. Je cite maintenant le nom. Mais il avait promis d'améliorer la condition de vie. Améliorer la condition de vie. Il a été plusieurs fois ministre, Premier ministre, lui et Sidja Touré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est maintenant, seulement en 2020, qu'ils disent, maintenant, le Guinéen ne peut pas boire, il n'a pas d'électricité, etc., etc. Non, mais attendez, attends, qu'on me fasse pas sourire, qu'on me fasse pas rire. Hein? 62 ans, enlevant les 10 ans, il reste 52 ans. Qui est véritablement l'auteur du bilan actif et passif de ces 52 années? Il n'a qu'à me le dire. 1, 2, 2. Je voudrais le savoir. Est-ce que ce candidat, aujourd'hui, n'est pas comptable de ce bilan-là, qu'on me le dise? Je voudrais bien le savoir. Mais quel est le rapport avec le Alors maintenant, ça veut dire un exercice? Bien. Lui, donc il peut ça être veut dire responsable. Voilà. Mais cela n'enlève en rien la plus grosse responsabilité de Condé, quand même. Alors, qui est le patron de la Guinée, qui est le président depuis 10 ans. Mon cher confrère. Hein? Ça me paraît assez, je sais pas. Hein? On parle d'électricité, on parle de l'eau. Allez en Guinée. Il n'y a pas tout. Allez en Guinée, voyez un peu ce qui se passe. On est en train de alors, pour fermer, n'en parlons pas. Alors, je ne sais pas dans quelle région. À son âge, aujourd'hui, à son âge. De quelle Guinée M. Diallo parle? À son âge, M. Keita. Oui. 82 ans, 82 si je me trompe. L'âge d'Alpha Condé? D'Alpha Condé. Ah oui, bien sûr. Ce qu'il n'a pas pu réaliser 10 ans derrière, est-ce qu'il peut le faire 10 ans après? Devant. 10 ans arrière où? Il a été président pendant 10 ans. Oui. Ce qu'il n'a pas réussi. Je ne juge pas. En 2002. Là où alors, excusez-moi, comparaison n'est pas raison. Ouad a pris le pouvoir en 2002, il avait quel âge? Non, je ne parle pas non, de je vous pose une question. En 2000, il avait 74 ans. Ok. Même s'il avait 100 ans, c'est pas lié. On parle de la Guinée. D'accord. Okay. J'ai dit aujourd'hui, l'individu, mais l'homme, s'il gagne les élections, qu'est-ce qu'il peut apporter aux Guinéens avec son âge? Est-ce que c'est dans l'ordre du possible? Non, attendez. Je ne suis pas dans une coloration. Là, non, pas du tout. C'est pour non, sincèrement, je sais. C'est pour que le débat avance. Voilà. Quand il a pris le pouvoir en 2010, il a soumis un projet de société au peuple guinéen, de 2010 à 2015. Je vous assure, clé en main, il a réussi. 2015 à 2020, il y a eu des projets qu'il avait engagés. On est en train de remettre les clés. Allez en Guinée, je vous en prie. Si vous voulez, moi je vous donne un billet d'avion, vous y allez. Honnêtement, sincèrement, avec M. Diallo d'ailleurs s'il veut. Il va les propos de Barca. C'est un Conacrien, quoi. Comme disent les enfants, Conacrien, quoi. Non, Barca et moi, Keita, on reprend la parole, s'il vous plaît. M. Baye, allez-y, rapidement. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, et je suis d'accord avec M. Diallo là-dessus,
je sais que vous avez fait de grandes études, mais quand vous parlez de bilan, il faut savoir les classifier et nous donner des points essentiels de ce qui a été réalisé. C'est en fonction de ça qu'on peut dire oui, telle chose a été faite, telle chose n'a pas été faite. Quand vous niez que les gens s'arrêtent devant la cour de vos responsables qui ont beaucoup d'argent, qui percent le trou de la cour pour sortir un peu le raccord pour que les citoyens viennent puiser, ça c'est une réalité. Il faut accepter au moins cette évidence. Si on vous dit qu'aujourd'hui, quitter Conakry pour aller à l'Abbé, vous faites 48 heures ou 72 heures, ça dépend de la route et de l'état de la route, c'est un effectif. Si vous dites que vous avez construit 5 grands hôtels, oui, c'est magnifique, on a des hôtels. Et le bilan, il est là. Mais est-ce que le bilan, il est suffisant? Tous les présidents ont un bilan. Mais par rapport à ce qui a été proposé pendant les 10 ans, je pense que beaucoup de choses restent à faire. Parce que je vous rappelle qu'on est dans un pays très proche qui est le Sénégal, où il y a minimum, moi je vous donne des chiffres, 4000 étudiants guinéens qui sont au Sénégal, et vous n'avez pas 200 étudiants guinéens, sénégalais en Guinée. Bien. Et chaque jour, si vous faites le bilan, chaque jour, le nombre de malades, moi je peux témoigner, le nombre de personnes qui viennent chez moi, que j'accompagne à l'hôpital, et quand vous allez dans les hôpitaux, vous pouvez faire un tour, vous allez trouver plus de Guinéens dans les hôpitaux sénégalais et que toutes les nationalités. Ça veut dire que sur le... Excusez-moi, vous avez parlé, personne ne vous a coupé. Vous écoutez, nous sommes victimes, effectivement, de ces genres de propos que vous tenez. En fait, c'est de refuser la réalité en face. Personne n'est contre la personne de M. Alpha Condé. Barka a si bien rappelé tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, avec ses couturiers, tout ce qu'il a fait. Ça, c'est l'histoire. Nous, on veut vivre la réalité aujourd'hui. Et la réalité aujourd'hui, nous, on a la chance de voyager, de découvrir au moins un pays comme le Sénégal. De 2009, je crois, depuis que j'étais là, de 2009 en 2020 aujourd'hui, j'ai été là, j'ai été témoin de l'évolution du mandat de M. Abdoulaye Wade jusqu'au départ d'Abdoulaye Wade, de Macky jusqu'à aujourd'hui, l'évolution qui a été faite. Je vous donne 10 ans. En Tanzanie, allez-y en Tanzanie, c'est un pays que j'ai eu la chance de découvrir. Le président, en moins de 5 ans, il a ramené plus de 10 avions, il a construit des hôpitaux, il a construit des écoles. Il a fait des choses, ils ont mis des gens à l'abri. C'est vrai que les pays, aujourd'hui au Sénégal, les Sénégalais vont dire non, Macky ne travaille pas. Mais moi qui suis l'étranger, qui suis là depuis quelques années, je vois un peu l'évolution. Regardez l'autoroute aujourd'hui, on est à combien de kilomètres? Et en Guinée, on n'a même pas des choses. Il y a des choses qui sont faites et ce qui reste à faire, c'est ce qui est beaucoup. Et franchement, si on doit donner sur les 100%, il n'y a que 20% d'activités qui ont été réalisées. Et les Guinéens sont fatigués de ces discours. Je vous dis, arrêtez de jouer avec les mots. Les gens sont fatigués de ça. Les gens sont allés étudier. Les gens sont allés découvrir des choses. Ils voient les réalités des choses. Soyez réalistes. Malheureusement, on a fini de manipuler cette population qui est fatiguée. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de modèle, où vous n'avez pas de repères, on vous habite à la politique du ventre. Même pour ce que vous méritez, il faut que les gens vous mettent des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, même pour avoir de l'emploi, vous allez dans une entreprise, c'est des choses que les jeunes y vivent. C'est-à-dire, le patron, il peut venir te dire, va m'acheter la cigarette, sinon c'est comme ça. On peut te renvoyer à n'importe quel moment, tu ne pourras rien faire. Nous sommes dans un pays où les gens, en fait, c'est la politique du ventre. Ils ont faim, ils vont s'asseoir devant les télés, ils racontent tout ce qu'ils veulent, et la réalité, elle est là. Moi, je préfère qu'on dise, moi, je ne suis pas là pour dédouaner ceux qui ont gouverné pendant le temps de Conté, Chelou, ceux qui ont été ministres. Mais lui qui est en train de parler, le premier ministre de Alpha Condé, il était où? Tibou, il était où? Il n'était pas en Gambie, en aventure, il écrivait des journaux pour insulter le président Alpha Condé. Vous êtes en train de dire que c'est les Chelou qui ont pillé le pays, mais ceux qui travaillent avec Alpha, ils ont tous été des ministres. Vous pouvez le nier. D'abord, il faut que vous reconnaissiez d'abord vos propres erreurs à vous, que vous êtes en train de commettre, et le fait que vous privez. Moi, c'est ça mon problème en fait. Moi, je ne dis pas que vous n'allez pas aux élections, mais j'ai envie que vous respectez les Guinéens. Respecter les Guinéens, c'est respecter leurs droits, c'est de construire des écoles, c'est de faire... Et quand vous dites qu'il est là que depuis 10 ans, mais quand il prenait le pouvoir, il avait pris le pouvoir parce qu'il se dit que les Guinéens souffraient. Il est venu pour alléger les souffrances des Guinéens en proposant des projets de société très concrets sur l'éducation, la santé, l'environnement, l'économie et ainsi de suite. Mais vous n'êtes même pas incapable de nous dire que sur le plan économique, il a fait ça, sur le plan de la santé, il a fait ça, sur le plan de l'éducation, il a fait ça. Vous êtes en train de nous ramener dans des trucs... Les gens n'ont pas besoin de ça, en fait. Moi, je vous le dis en face, vous êtes nombreux comme ça dans notre pays et ça nous fatigue. Vous utilisez des mots, je ne sais pas pour quelle raison. Au moins, je pense que si vous aimez la Guinée aujourd'hui, si vous aimez un changement, acceptez
qu'il y ait des élections. Aujourd'hui, c'est fait, la Cour constitutionnelle l'a reconnu, mais acceptez juste que les Guinéens aillent aux urnes et qu'ils votent, et au sortir de ces résultats, si vous êtes battu et que vous rentrez et vous donnez l'opportunité à d'autres personnes de venir. Et ne dites pas que sans lui, personne ne peut faire quelque chose. Il n'était pas là pendant 62 ans. Il y a eu Sékou Touré, il y a eu Lansana Conté, il y a eu Dadis, il y a eu Konaté. Aujourd'hui, il y a lui. Pendant 10 ans, il a fait ce qu'il a à faire. Le bilan, chacun de nous le sait. Arrêtez de nous dire que vous allez acheter des billets d'avion pour des gens pour aller voir du n'importe quoi dans notre pays. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. C'est un fait. Je ne dédouane pas la responsabilité des autres qui étaient là déjà. Mais ce que je vous dis, c'est lui, le président de la République, il était venu, il a dit la Guinée is back. Donc, il y avait de l'espoir. Tout le monde voyait. Mais derrière les 10 ans, je pense qu'il n'y a que 20% d'actifs. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont arrogants, qui parlent mal d'un président. Il a fait 20% de ce qu'il a à faire. Je pense que l'heure est arrivée de changer à autre chose et que vous soyez respectueux. Barry, merci. On vous reprend la parole pour la redonner à M. Salou Diallo. Il y a un combat politique, c'est vrai. Il est déjà engagé, mais il y a également, il me semble, un combat diplomatique. Moi, je vais m'arrêter sur une très forte image d'aujourd'hui de Bédié en Côte d'Ivoire, qui lance officiellement un appel au EG de l'ONU. Oui. Et vous, en Guinée, vous faites appel à qui ou vous appelez à témoin à qui? Vous savez, plusieurs fois, ces institutions ont tenté de venir en Guinée. On leur a refusé l'accès au pays. La CEDEAO, à un moment donné, a demandé à venir. Vous savez, il a dit non, je ne veux pas de témoin. Je suis dans mon pays, je fais ce que je veux. C'est encore la souveraineté. Je fais ce que je veux dans ce pays, personne n'a le droit d'en parler. Et l'OIF, l'UA, la CEDEAO même, les Nations Unies, ont découvert toute la malhonnêteté intellectuelle qu'il y a eu sur le fichier électoral. Les 2,5 millions, les fameux 2,5 millions de mineurs, de fictifs et des gens décédés qui étaient encore là. Quand on en a parlé, il a dit non, niet, personne ne touchera à ce fichier. Mais comme il y a eu quand même une légère pression, il a accepté qu'on enlève. Parce que l'opposition a dit nous n'irons pas aux élections législatives avec ce fichier. Parce que tout le monde est d'accord qu'il est vicié. Nous n'irons pas aux élections. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit ok, on enlève les 2,5 millions. Personne ne sait ce qu'on a enlevé. Une fois qu'on a enlevé ces 2,5 millions, il dit on les a enlevés, mais vous n'irez pas aux élections. Vous savez, quand on a organisé les communales en Guinée, ils ont perdu. C'était à combien de... Sur les quarantaines, ils n'avaient même pas 4-5 communes de gagner. Et ils ont suspendu la mise en place. Et tout le monde le sait. C'est des réalités qui sont là. On ne peut pas les nier. Même le ministre a pris, quand il a ordonné de l'installation des chefs de quartier, son ministre a dit non. Parce que tout simplement, ils savent qu'en installant les chefs de quartier, parce que tout ça a été gagné par l'UFDG, la partie de l'opposition, et qui pourrait naturellement encadrer les votes. Il a dit non. Le ministre a dit non. Il s'est opposé. Alors, je ne sais pas dans quel pays on est, c'est regrettable. Le Premier ministre qui a osé dire avec le nombre de morts qu'il faudrait qu'on mène des enquêtes, ben, on lui a dit, on l'a remercié. Qu'est-ce qu'il dit à ce monsieur? Vous n'allez pas me mettre en mal avec les forces de défense et de sécurité. C'est écrit, tout le monde le sait. Alors, je ne comprends pas pourquoi M. Keïta ne veut pas parler de bilan, parce que ce que ce régime-là a réussi à faire, c'est la division ethnique. C'est le malheur de la Guinée en ce moment. C'est le plus grand mal qu'on puisse faire aux Guinéens. Parce qu'il y a un métissage extraordinaire entre ces différentes ethnies. On ne devrait pas, on ne doit pas, on n'a pas le droit. Nous avons des souvenirs de ce qui s'est passé au Rwanda. On ne devrait pas jouer avec cela. C'est extrêmement dangereux. Alors, on va faire un tour de table pour boucler l'émission, malheureusement. Une question pour Barka. C'est par rapport à la division de l'opposition. Certains estiment qu'il fallait éviter la politique de la chaise vide.
ce que Cellou a fait. La candidature de M. Condé est passée, il s'aligne, il va en compétition. Or, dans une autre frange, on estime que ceux qui s'inscrivent dans cette mascarade ne sont plus de l'opposition. Je veux dire que c'est une position qui a dû être très très difficile pour Cellou Dalein Diallo et ses partisans pour trancher. Je pense qu'au sein même de l'UFDG, il y a eu des débats très très houleux par rapport à la bonne stratégie. Et dans ce genre de situation, c'est très très difficile d'avoir la recette magique. Et je pense que Cellou a voulu un peu couper la poire en deux, en jouant sur les deux tableaux, la rue et les urnes. Qu'est-ce que cela va donner? On ne sait pas encore, on ne peut pas en préjuger, mais Cellou lui-même n'est pas dans une posture facile et surtout il y a une très très forte pression sur ses épaules. Si je ne m'abuse, ce sera la 3e fois qu'il va affronter Alpha Condé. L'élection de 2010 a laissé des séquelles parce que le pouvoir était à portée de main et ça lui a échappé dans des conditions assez compliquées qu'on a évoquées tout à l'heure. Et il y a eu beaucoup de divisions même au sein de sa base. Il y a eu les départs de Baouri, etc., pour ne s'en limiter qu'à ça. Il y a une frange de l'électorat de l'UFDG qui pense qu'avec Cellou n'accédera jamais au pouvoir. D'autres pensent que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc Cellou lui-même est à la croisée des chemins. Et l'heure de vérité s'approche pour lui. S'il n'y arrive pas cette fois-ci, ça pourra être très très compliqué pour lui pour avoir un avenir politique en Guinée. Une dernière question toujours pour la Guinée. Son avenir avec, ou son compagnonnage avec la CEDEAO, quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter dans un sens ou dans un autre? Je pense en tenant compte de la posture de Condé et de l'organisation elle-même. Je pense que la CEDEAO est gênée aux entournures avec l'affaire guinéenne. Il n'y a pas longtemps, il y a moins de 2 ans, Alpha Condé était président en exercice de la CEDEAO. Il avait de très bons relais du côté de Ouattara et du côté de Ibeka. Là, Ibeka a été dégagé du pouvoir. Ouattara lui-même est dans une posture très difficile. Et surtout, Alpha Condé a perdu certains amis de l'ombre qui étaient très très importants dans son dispositif, qui pouvaient lui parler les yeux dans les yeux. Et ces amis de l'ombre, c'était Ahmad Dansokho du Sénégal, qui était très proche d'Alpha, qui pouvait lui dire la vérité entre 4 yeux en tant que camarade de la gauche. C'est Abdoulaye Bathily qui pouvait lui parler, mais qui n'arrive plus à lui parler. C'est malheureusement Babacar Touré, notre confrère, qui lui était extrêmement proche, qui pouvait aussi parler à Alpha les yeux dans les yeux. C'est Albert Bourgi, qui est malade, alité. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans le premier cercle des gens qui étaient les plus proches d'Alpha Condé, il y a plus grand monde qui puisse véritablement lui parler. Est-ce que ça aussi, ça ne l'affaiblit pas si Alpha... dans le barreau d'honneur qu'il est en train de faire, est-ce qu'il va s'en sortir? C'est un grand politicien. Il est très habile à manœuvrer sur le fil du rasoir. Il est très très fort en termes de manœuvre politique. Mais est-ce que cette fois-ci, ce n'est pas la manœuvre de trop? Ça, je ne sais pas. En tout cas, aussi bien que Alpha et Cellou ont tous les deux leur faiblesse, quelle sera l'issue de ce bras de fer pour la Guinée? Espérons simplement que ce n'est pas une allumette allumée dans un baril de poudre, parce que personne ne souhaiterait que la Guinée explose ou implose. On est là, on observe et on prie pour que tout se passe bien. Alors, Monsieur Keïta, je vais convoquer votre panafricanisme et vous inviter en même temps à être citoyen du monde. Tout à fait. Alors, quelles sont les garanties qui pourrait sortir ou ressortir de la reconduction de Condé en Guinée? Moi, je pense que la campagne, depuis qu'elle a débuté, elle se déroule très bien. Nous l'avons suivie en tant qu'observateurs, parce que nous sommes journalistes aussi, nous sommes sur le terrain, nous observons, comment on appelle ça, le déplacement des 12 candidats. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, et grâce à Dieu, rien ne se passe, le mal. Tout va. Chaque candidat a la possibilité et la liberté de se déplacer et de s'exprimer librement. Sauf à Kanka. Monsieur, c'est très bien, parce que nous sommes en train de boucler l'émission. Voilà, Monsieur Diallo, s'il vous plaît. là où vous êtes en train de me parler. Allez-y, Keïta, allez-y. Il vous coupe le fil de votre pensée. Exactement. Il a l'habitude, le Diallo. Bon,
De deux, la campagne se déroule parfaitement. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche prochain, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, ça sera le vote. La campagne s'arrête le 16, vendredi. Samedi 17, repos. Dimanche, les électeurs iront aux urnes. Mon souhait le plus cher, c'est que le meilleur l'emporte. Et comme je suis persuadé d'une chose, c'est que nous, le lundi 19, nous allons entamer notre travail. On n'a pas de temps à perdre. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas quelques difficultés quand le président dit que Diallo ne sera jamais président devant lui? Ça ne pose pas de problème? Je vais essayer de jouer un peu. Il m'a invité à jouer au tennis. Je vais jouer malgré que je ne sais pas jouer au tennis. Si le président l'a dit, c'est comme ça. Tu ne seras pas. À lire au premier, au deuxième, au troisième, selon les circonstances. Ouattara a dit ici, en Côte d'Ivoire, si je me rappelle très bien, Barca, mais je ne laisserai jamais Bédié ou bien d'autres, etc. Et tout. S'ils ne sont pas candidats, je ne me présente pas. S'ils sont candidats, je me présente. Bon, mais soyons sérieux. 10 ans, je suis au pouvoir, depuis 2010. 52 ans d'un bilan actif et passif. Un passif lourd qui a mis la Guinée complètement à plat ventre. Je prends le pouvoir où le pays est complètement délabré. Il fallait partir en Guinée pour regarder, pour voir la situation. Franchement, vous avez l'impression de vivre dans un autre monde. On prend le pouvoir, on hérite de ça. Il va falloir... moi, je trouve, j'ai un permis de commenter un peu. Par rapport à ce bilan dont vous faites allusion, moi j'ai regardé une interview du président Condé avec des journalistes étrangers qui rappelaient aux uns et aux autres l'exemple des hôtels. Vous avez des hôtels où passer la nuit. Est-ce que c'est suffisant pour s'arc-bouter un peu? Là, actuellement, on a 6 hôtels flambant neufs. C'est suffisant, Keïta, pour 6 hôtels? Non, attendez, après 10 ans de... Non, mais attendez, je vais vous donner un exemple. Bon, aujourd'hui au Non, Sénégal... c'est juste une question. Non, mais Moi, une question. je ne fais que poser des questions. Question-réponse. Je réponds. Aujourd'hui au Sénégal, moi je suis fier, je suis très heureux, je suis au Sénégal ici. Ok? Nous avons le Méridien Président, nous avons le Radisson, nous avons le Terroubi, nous avons... comment on appelle ça? On en a beaucoup. Bon, alors, beaucoup. mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors que le Sénégal, mais c'est depuis la nuit des temps. Mais nous, on a pris le pouvoir seulement en 2010. Mais laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Alors, on vous le constate. Barry, non, c'est vous êtes le doyen du plateau, vous allez boucler. Ça, c'est le droit d'aînesse africain. En fait, je voudrais juste réagir par rapport à vous allez le faire après. Laissez Barry d'abord, ensuite je vous donne le privilège. Nous sommes des Africains, on peut se le faire. Allez Barry, pour le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, comme je rejoins un peu Barca, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer après le 18. Je pense que les Guinéens, dans leur ensemble, auront la grandeur d'avoir la retenue et d'éviter de tomber dans cette bassesse de la violence et que l'armée, pour une fois, n'a qu'à rester républicaine et observer les élections. À partir du moment où les gens ont décidé de partir dans les urnes pour voter, même si nous, on a très mal parce qu'on est privé de notre droit de vote, on va suivre ça et prier que ça se passe très bien et que les élections se passent très bien et que les résultats sortis des urnes soient respectés au risque de mettre ce pays dans un chaos. Parce qu'après, vous savez, quand les gens sont aussi super fatigués, à un moment donné, ça va déclencher quelque chose qu'on ne va pas maîtriser. En ce moment, ceux qui se mettaient derrière les caméras, qui racontaient n'importe quoi, quand ça se fait, nous allons tous le vivre. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mes sœurs, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. C'est entre Guinéens. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On a parlé il y a une semaine avec les institutions internationales, avec le FNDC. Ils m'ont clairement dit, oui, Barry, on était tout de suite en réunion avec les membres de la CEDEAO. Mais pour te dire vrai, on ne parlait pas du cas de la Guinée. On parlait plutôt du cas de la Côte d'Ivoire. Et Barca, qui est un peu sur le plan international, aujourd'hui, la Guinée, on considère que ce n'est pas un problème. Pour les gens, en fait, ils ne prennent pas au premier degré la situation de la Guinée. Pourtant, c'est un problème au premier degré. Vous ne pouvez pas le savoir, c'est quand vous êtes là-bas, amenez vos équipes à l'intérieur du pays en Guinée, vous voyez la souffrance des gens, ça ne va pas. Et je pense que moi, je souhaite que le président Alpha Condé ait cette grandeur de tout le nom qu'il a eu pendant 40 ans, de faciliter aux Guinéens de vivre une nouvelle vie. Alors, une question, M. Barry. Oui. Et si l'élection se déroulait dans la transparence?
et que Condé sorte vainqueur de ce scrutin? Bonne question. Mais si les élections, malheureusement, ça ne va pas se dérouler dans la transparence parce que moi, je ne vote pas. Moi, je ne vote pas. Donc, il n'y a pas de transparence dans la mesure où moi, je ne suis pas dans un parti politique, je suis un citoyen guinéen, on me prive de mon droit de voter. Donc, à partir de ce moment déjà, il y a un problème. Donc, s'ils gagnent et que les Guinéens l'acceptent, parce qu'après, c'est ce que je disais, nous, les gens de la société civile, nous ne faisons pas attention. Le plus souvent, nous sommes devant la scène, mais il y a une chose qui se passe. Nous parlons au nom des gens qui ont confiance en nous, qu'on défend. Mais à un certain moment, on arrive à oublier un petit détail que j'aime souvent rappeler, c'est que les citoyens-là, qui sont dans la société civile, les 90%, chacun appartient à un parti politique. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire. Est-ce qu'il faut rester constant? Il y a combien de personnes qui peuvent rester dans la constance à dire, bon, je suis sur cette position, je crois en ces valeurs, je crois en ces principes, je reste sur ça. C'est pourquoi les gens en veulent un peu au président Alpha Condé. C'est le fait de dire, je vais respecter les 2 mandats et je vais m'en aller. Et c'est comme un père de famille à la maison qui dit à son fils, je vais t'acheter une paire de chaussures. Et qui n'achète pas la paire de chaussures. Le fils lui redemande 1 fois, 2 fois, à la fin, le gosse, il n'aura pas peur de dire à son père qu'il est menteur. C'est la même chose. Quand vous prenez des engagements vis-à-vis des populations et que vous ne respectez pas ces engagements, il y a une confiance qui se brise. Et à partir du moment où cette confiance se brise, le peuple n'a que sa voix pour crier. Et aujourd'hui, ce cri est réprimandé parce qu'on a dit, tu as dit ça, tu n'as pas respecté. On n'est pas fort, on n'a pas l'armée. Et vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, et vous faites ce que vous voulez. Et ça va continuer jusqu'à un certain moment. Tôt ou tard, ça finira. Et moi, je pense que ça doit finir avec la plus belle des manières. Celui qui gagnera aux élections, que les Guinéens respectent, que les Guinéens n'acceptent pas de tomber dans ce petit piège de mots, de jeu de mots où on met l'ethnocentrisme en place. Et moi, je suis le produit des 2 ethnies qui se détestent le plus. Ma mère, elle est malinké, mon papa, il est Peul. Je ne suis accepté de nulle part quand il y a les élections. C'est ça qui est triste. C'est un rejet, quoi. C'est un rejet absolu. Je suis parti défavorisé parce que le temps de tout, ils ont... Alors, je vous redonne 1 minute pour donner au doyen le privilège. Non, parce que c'est 2 opposants contre moi. La société civile, elle est contre moi. On peut se permettre certaines... Ils sont 2 contre moi, mais je m'en sors. Heureusement que j'ai mon ami Barka. Barka, alors allez, oui, en 30 secondes quand même. Non, je voulais juste... Non, il faut laisser le doyen parler. Le doyen, allez, doyen, aujourd'hui... Ça m'étonnerait que je sois plus âgé que lui. Ah bon, dans ce cas-là, on dit ça à la cour. Pour revenir à l'UFDG, le problème s'est posé comme vous l'avez évoqué. La direction nationale a décidé de consulter tout le monde. Parce que le parti est structuré en comité de base, section, bureau fédéral. On a envoyé des correspondances à toutes les fédérations internes et externes pour que chacun puisse se prononcer sur le choix avec un questionnaire. Et on a renvoyé ces réponses à la direction nationale. Il y a eu un dépouillement. Et il se trouvait qu'à près de 80%, les gens ont opté pour aller aux élections. Donc, c'est un parti démocratique. Il faut consulter les gens avant de faire quoi que ce soit. Même si le président et la GCLU ne voulaient pas y aller, la direction nationale a consulté, des résultats sont tombés, mais il se plie. C'est un démocrate. Et j'ai même l'habitude de dire que c'est un guerrier. Pourquoi je dis que c'est un guerrier? Pour avoir vécu pendant ces 10 années en Guinée avec toute la pression qu'il y a. Toute la pression. Alors, M. Diallo. Il a risqué sa vie pour la Guinée. Parce que les impacts de balles, c'est encore juste la voiture. Pour revenir au vote des Guinéens, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, l'Angola et le Sénégal constituent les 2 bastions à l'extérieur de la Guinée. Le Sénégal a la population la plus importante dans le monde. Et la stratégie mise en place, c'est de tout faire pour que ces personnes-là, ces Guinéens-là, ne puissent pas voter. D'habitude, en Chaïtan, j'ai dit nos ambassades sont devenues des permanences du RPG. Parce que tout simplement, tout est fait pour que les Guinéens qui sont à l'extérieur, comme ça se fait en Guinée, ne puissent pas exprimer leur choix. Pour l'enrôlement,
L'enrôlement devait démarrer le 28 novembre. On met en place un conseil des Guinéens. On dit que c'est la société civile. Alors qu'ici, depuis tout le temps, il y a une société civile qui a existé. C'est l'Union des reporters sortissants guinéens au Sénégal. C'est le collectif des cadres au Sénégal. C'est la Fédération des femmes. C'est le mouvement des élèves étudiants guinéens au Sénégal. C'est ça qui constitue... Alors, M. Diallo, aujourd'hui, c'est une question qui va boucler l'émission, hein, à la suite de votre réponse. Aujourd'hui, vous êtes inscrit, vous allez aux élections, avec les institutions, les organes qui gèrent les élections. Et si demain, ces mêmes organes et institutions donnent la victoire à Condé, vous allez accepter? Il n'y aura pas de victoire, Alpha Condé. Ça, c'est une question très importante. Attendez, si vous permettez, si vous permettez, ok, d'accord. Si vous permettez, je voudrais terminer. Parce que tout simplement, le jour du début de l'enrôlement, à l'ambassade, ils avaient déjà déployé les Carles dans les villes et quartiers du Sénégal sans l'autorisation de l'administration sénégalaise. Les préfets et sous-préfets ont envoyé des correspondances au ministre de l'Intérieur actuellement pour dire, mais nous on ne comprend pas, les Guinéens sont venus dans nos zones pour dire qu'ils vont organiser un recensement. On dit alors là, arrêtez. On interpelle le ministre des Affaires étrangères, qui interpelle l'ambassade, qui tout de suite, le même jour, met une note verbale. Avec la mention, les documents sont là, ils existent. Très urgent. Très urgent. Elle écrit une lettre à la présidence de la CAMI, qui est du RPG. Il faut surseoir à la fonctionnement des Carles pour des raisons administratives. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle règle ce problème avec l'administration sénégalaise. C'est fait sciemment. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de l'enrôlement ici. Parce qu'ils savent qu'à 95%, c'est les Guinéens qui sont là vont voter pour l'UFDG. Et ça va jouer un peu sur le... Non, mais si vous n'êtes pas recensé, vous n'êtes pas dans le fichier électoral, comment voulez-vous voter? C'est comme ça qu'ils ont privé les Guinéens du Sénégal et d'autres pays du vote. Je veux dire, si on exclut le Sénégal, en tout cas les électeurs sénégalais qui sont au Sénégal et la Guinée, ça veut dire que le scrutin va se déséquilibrer en faveur de Condé. Je vous ai dit que l'Angola et le Sénégal constituent les principaux bastions de l'opposition à l'extérieur. Et en Guinée, est-ce que l'opposition est bien représentée? Ah mais naturellement. Est-ce qu'elle a ses votants? Mais bien sûr. Il y a les foules et ceux qui votent. Mais les résultats de 2010, c'était quoi? Les résultats de 2010, c'était quoi? C'était 44%. Il avait combien, M. Alpha Condé? 18%. Non, ne reparlons pas de ça. 18. Bon. Voilà. Et ça n'a pas changé jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vais quand même conclure. Parce qu'ils ont parlé tous les deux. En 30 secondes. Ils ont eu en 30 secondes, moi je vais boucler. Non, je vais boucler. Parce que, je vous dis, si le vote se déroule, ça se comprend. Doyen a terminé. Mais laissez-le terminer et vous reprenez la parole. Si le vote se déroule normalement, oui. Il se déroule normalement. Parce qu'ils ont des systèmes de rétention de cartes d'électeurs. Au niveau des ambassades, quand les cartes arrivent, ils les bloquent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les cartes. Il n'y a pas d'affichage de liste électeur. Les gens ne peuvent pas contrôler. Bien. On ne peut pas vérifier. Que M. Diallo se taise. D'abord, il dit si les élections se déroulent. Non, si les élections se déroulent, non, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de conditionnalité. Les élections vont se dérouler normalement. On l'a compris. Le message de deux. Je dis, la pression est dans le camp adverse. Pourquoi? Parce que c'est la dernière cartouche de son candidat. S'il est battu le 18, et ce qui va se faire, il va falloir qu'il trouve une sortie honorable. Pape Keïta de RPG, Arc-en-Ciel, parti au pouvoir en Guinée. Mamadou Salou Diallo, secrétaire général. Il a promis un billet d'avion. Je suis prêt à aller installer El Hadji Cellou Dalein à ses côtés-là, qui prépare le billet. De l'UFDG, opposition guinéenne, Idi Bari, société civile guinéenne, Barkaba, qu'on ne présente plus. Merci à tous ceux qui ont suivi. Tout de suite, l'ami Samba pour la suite sur nos antennes.